Et voilà, bah c'est bon. Nous sommes en direct. Salut les amis. Salut Pierre-Yves. Salut Guillaume et salut le chat. Yes. Bon, ça fait bien plaisir d'avoir notre collègue Pierre-Yves Lenoble sur la chaîne là. Ça fait un bail en plus qu'on ne s'est pas fait un truc Ouais, c'est vrai. chez moi. J'étais passé chez toi il n'y a pas si longtemps, je crois. Tu avais fait une libre antenne là. Ouais, mais finalement, c'était il y a ça fait bien un mois et demi que j'ai pas fait de libre antenne aussi. Donc, tu vois, Ah ouais? finalement, ouais, ouais. Bah voilà. Bon bah écoute. Hein. J'en fais une Et samedi d'ailleurs. J'en fais une samedi. Si t'es chaud, je t'enverrai le lien, quoi. je serai pas là samedi. Ok, bon, c'est pas Je grave. serai pas là. Alors les amis, bon, on est parti sur un cycle un peu mythologique comme vous avez vu. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, j'ai commencé une petite playlist que j'ai appelée ça Mythologia. Tu vois, genre en fait, je vais aller me centrer un petit peu sur les mythes et légendes occidentales. Ouais, Et donc on avait commencé à parler enfin, un truc de la tradition celtique d'Irlande, c'est la pierre de Fal, tu sais, la pierre d'élection des rois, tu vois, oui, qui est un truc que je trouve super intéressant. Et on avait fait un premier truc là-dessus et je compte continuer de parler un peu de tout ça. Et en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que dans le mythe irlandais, il est fait mention des îles au nord du monde, tu sais, bien sûr, bien sûr. les 4 îles au nord du monde, et qui est un truc qui revient assez souvent dans la mythologie celtique et pas que d'ailleurs, c'est cette notion de nord lointain, au-delà des terres connues, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Et donc, parlant de ça, je me dis, faut que j'appelle l'autre Lascar parce que notre Pierre-Yves Lenoble national, il a bien potassé l'Hyperborée, le Nord, machin, etc. Alors, j'imagine du point de vue pérennialiste, parce que c'est une de tes écoles de prédilection, mais pas que, j'imagine. Oui, 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 tout à fait. Aussi, Et donc, en fait, ouais, le truc, c'est que ça rentre dans la tradition primordiale, parce que on en parlera durant cette émission. ouais, En gros, quasiment tous les peuples de l'hémisphère nord, et pas que, on a mm, aussi des peuples d'Afrique et des peuples d'Amérique du Sud, mm, évoquent justement ce continent mystérieux, ouais, cette île, comme tu dis, par-delà le monde connu, quoi. ouais, ouais, exactement. Et ce qui est d'ailleurs intéressant parce que ça vient un petit peu chahuter la théorie de Out of Africa, en fait, ouais, quelque part. Alors, tu me connais, Oui, je te connais bien. euh, pour moi, on parle d'un continent imaginal, on va dire. D'accord, ok. Non, mais Ce on, que, bah, ce que quasiment tous les auteurs le disent en filigrane. Il y ok, a souvent cette phrase qui revient, notamment chez Pindare, que ni par terre, ni par mer, on ne peut accéder au continent des hyperboréens, quoi. ok, ok. Bon, on va en parler de tout ça. Ouais. On va voir. Moi, c'est vrai que ça m'intéresse de discuter aussi dans quelle mesure ça peut se rattacher à une partie réelle de l'origine Oui, des peuplades humaines, quoi, tu vois, en fait. ça, bah, on peut en parler aussi. Il y a des auteurs Ouais. qui ont parlé de ça, et notamment, je pense que quand Guénon dit que la tradition primordiale est d'origine hyperboréenne, il le dit d'un point de vue presque physique, quoi, on va dire, Ok. Ouais. historique, quoi, presque. Yes. Yes, yes, yes. Donc, pour commencer, je voudrais rappeler aux gens de s'abonner à la chaîne de Pierre-Yves, déjà. Parce qu'il y en a peut-être, parce qu'il y a pas mal de nouveaux arrivants chez moi ces derniers temps. Donc, c'est l'occasion aussi que vous puissiez découvrir un petit peu tout cette, comme dit Mandrill, la mysticosphère. Ouais. Donc, dans les Un liens. truc, Ouais, vas-y, pardon. un truc, et ça c'est pour toi aussi, pour ta chaîne. Tu Ouais, vois, quand tu m'as envoyé le lien YouTube de cette émission que tu as ouais, programmé il y a quelques jours, ouais, je me suis ouais. aperçu que j'étais plus abonné à ta chaîne. Ouais, ben, je sais. Alors que j'ai aucune raison de me désabonner, et ça doit faire 6 ans, 7 ans que j'étais abonné à ta chaîne, quoi. Donc, Mec, c'est le Shadowban. Je peux rien ouais, ouais. faire. Mais moi, je suis pareil. Je suis pareil. Là, tu vois, hier, j'ai fait un petit live tout seul. Ouais, J'ai dû gagner, je sais pas, une dizaine d'abonnés. Bon, ouais. bah, je me réveille ce matin, j'en ai 5 de moins, quoi. Tu vois, 10 de plus, 5 de moins, 3 de plus, 2 de Ouais, moins, la même journée, quoi, tu vois. Donc, ouais, ouais. Je vois tout à fait et j'ai absolument aucune solution à ça. C'est le Shadowban. C'est vraiment ça, quoi, tu vois. Donc,
tu mets le doigt dessus. On en a parlé, je crois, encore il n'y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne. Je crois qu'il y a un mois, j'avais fait un petit topo là-dessus. C'est vrai c'est pour ça que je dis aux gens de penser à liker, commenter, machin, tout ça, abonnez-vous, tout le bordel. Pareil, quand vous allez chez les autres, si vous allez chez Pierre-Yves, pareil, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, mettez un pouce. En fait, c'est un geste un peu à la con, mais ça nous permet de minimiser les impacts du Shadowban, en fait. Ouais. En gros, quoi, tu vois. Mais ouais, ça, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Donc en fait, je disais, abonnez-vous chez Pierre-Yves, allez voir les vidéos de chez Pierre-Yves, et à plus forte raison, on va en parler un petit peu plus, la première vague de publications que tu faisais à l'époque, où tu faisais des lectures, notamment de tes travaux et d'autres, en audio. Et en fait, on a tout un panel de vidéos sur le pérennialisme, et pas que, j'imagine bien. Mais il y en avait, c'est comme ça que je t'avais connu, moi, à l'époque, d'ailleurs. Oui, je faisais des... en fait, j'ai commencé sur Internet avec mon blog, j'écrivais des articles, et finalement, il y avait quand même un peu de mouvement, sur le blog, mais les gens ne lisent plus, et donc, en fait, j'ai ouvert ma chaîne pour finalement lire mes articles en audio, quoi, on va dire. Ouais. J'ai un peu fait la même chose. On a fait le même move, en fait, tu vois, quelque part, quoi. Alors, voici le blog de Pierre-Yves, les amis, pour ceux qui veulent aller voir. Je vais vous mettre le lien dans le chat, bien entendu. À savoir que dans les liens de la description, vous avez la chaîne de Pierre-Yves. On a essayé de mettre un petit peu le lien de tous les copains de la mysticosphère. Tiens, d'ailleurs, en off, après, il faudra que je te parle d'un truc. J'y pensais là. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y a les liens de tes bouquins aussi, pour ceux qui veulent aller lire un petit peu tout ce que tu as fait. Donc, et notamment sur le blog, vous retrouverez une partie du sujet dont on va parler dans quelques instants. Donc, c'est important, et je le répète aussi, achetez les ouvrages. Chez Pierre-Yves, vous allez trouver ça aux éditions Les Pangolins. Je vous mets des liens, on va en reparler aussi, parce que de toute façon, Pierre-Yves a écrit dans la gamme cosmique, tu m'as dit, il y a des papiers là-dessus. Voilà, c'est des moyens de soutenir. Toi aussi, je sais que tu as un Tipeee avec des lives privés, tout un truc pour la commu. Donc, et voilà, c'est autant de moyens de soutenir des Pierre-Yves, des Mandrill, des qui vous voudrez, dans la mesure où nous, le CNC, on peut se le mettre dans le fondement, on aura compris. Ah oui, c'est clair. On n'est pas du bon côté de la barrière, tu vois. Donc, c'est vraiment le fait qu'on subsiste ne tient qu'à vous, les amis. D'ailleurs, on vous en remercie parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui soutient tout ça, quoi. Donc, ça fait plaisir, quoi. Oui, c'est vrai. Ok, les copains. Écoutez, on va y aller sur l'hyperborée. Alors, je sais que Pierre-Yves, c'est quand même un de tes sujets de prédilection. Oui. Et on va procéder avec des questions, tu sais, comme on fait d'habitude. Puis on va papoter et puis on va développer le sujet. Donc, je reprends sur ce que je disais. On parlait de la mythologie irlandaise, on parlait de ces fameuses îles au nord du monde qu'on a un petit peu dessinées tout à l'heure, là, en discutant vite fait. Pour toi, pour comprendre l'hyperborée, qu'est-ce qu'il faut comme base ? Déjà, en fait, à revenir aux sources, on va dire indo-européennes, parce que l'hindouisme parle de cette île du Nord, la Shvepa-Dwipa, l'île blanche. On retrouve ça aussi dans la culture avestique, dans l'Avesta. Ouais. On va retrouver ça, comme tu l'as dit, chez les Celtes, les Germains et les Grecs, les Gréco-latins. Ouais, les Hellènes, quoi, de manière générale. Ouais. Donc, j'allais dire, c'est pas que je me suis intéressé à ça, c'est qu'en lisant les sources, ça s'est imposé comme quelque chose de complètement, universel, en fait. C'est-à-dire que tu le retrouves vraiment partout, quoi. Et comme je le dis, tu le retrouves aussi dans d'autres bassins culturels aussi, cette île du Nord et ce continent primordial au Nord. On le retrouve tu parlais de l'Afrique, notamment. En Afrique, chez les Sao du Tchad et chez les peuples Fang du Gabon, les rites Bouti, tu sais, BWTI, tu sais, le Bouti, avec l'Iboga, tout ça. Avec l'Iboga, leur cosmologie,
D'ailleurs, les cérémonies de l'Iboga, les gens se peignent en blanc Mm. parce que tout simplement, ils disent qu'ils viennent d'un continent de glace situé au nord et que suite à, tu vois, un déluge ou toujours la même chose, un cataclysme, ils ont dû descendre vers le sud et que leur peau est devenue noire, quoi. Donc c'est vraiment l'inverse du Out of Africa, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, d'ailleurs, du coup, j'en profite pour faire la parenthèse. C'est une vision mythologique, légendaire, voire un peu concrète, qui est politiquement incorrecte, en fait, aujourd'hui, quoi. Bah, politiquement incorrect parce que il y a un petit moustachu qui a fait beaucoup de mal à tout ce qui est indo-européen, arien, Ah bah oui, nordique, continent nordique. Tu vois, tout de suite, c'est les heures les plus sombres de l'histoire, quoi. Ça, c'est ouais. clair. Ah, lui, il a clairement sali la culture, ouais. Ça, c'est Ouais, clair. ouais. Ouais, ça, c'est clair. On retrouve ça aussi chez Blavatsky, hein, aussi. Hein, Ouais, ouais, alors elle est partie en stouquette ouais, ouais, ouais. là-dessus, un peu, quoi. Mais ouais, ouais, oui, c'est vrai que les théosophes en parlent, effectivement. Ils ont même fait des cartes, je crois, les théosophes à l'époque, pour Oui. proposer comme une localisation, en fait, de où aurait pu être l'hyperborique, en fait. Ben, et puis, il y a cette fameuse carte de Mercator Alors, la fameuse du, carte de Mercator, on va la mettre. du XVIe siècle où on voit, voilà, voilà, où, on a ce continent au milieu de l'Arctique, on va dire. Ouais, ouais. La fameuse carte de Mercator, qu'on peut trouver en couleur, hein, d'ailleurs, pour ceux qui veulent une version un peu plus claire, entre guillemets, quoi. Alors, donc on part sur un versant qui a quand même une prédominance mythologique plus que concrète. Ça, on peut le dire. Oui, après, moi j'ai vraiment un point de vue quasi exclusivement mythologique, tout Ouais. simplement parce que mais, je pense pareil du Out of Africa en fait. Tout ce qui est des centaines de milliers d'années en arrière, pour moi c'est impossible de savoir. Donc pour moi même la science est mythologique, tu vois ce que je veux dire. Même le Out of Africa c'est un mythe moderne en fait pour moi, tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est pas si faux, hein, parce que aujourd'hui, surtout pour la provenance des êtres humains, tu sais, on a quand même on a trouvé des choses récemment, notamment le fameux Grécopithèque, qui ne serait-ce que entre guillemets au niveau de l'évolution, ça invalide Out of Africa, quoi. Oui, oui. Et sinon, il y a des auteurs. Bah, je vois d'ailleurs sur le chat, on me pose la question et j'allais parler de ça justement. Donc, c'est Ah, Nicéphore. Nicéphore, qu'on salue. Ouais. Qui Yes. me dit le livre de Tilak fait-il partie de ta culture? Bah, je l'ai à côté de moi. C'est justement le livre que je suis allé chercher dans ma bibliothèque. Ouais. Donc, le livre de. Alors, je vais essayer de bien le prononcer. Lokamania Bal Gangadhar Tilak. Donc, c'est. Voilà. Ouais. Les origines polaires de la tradition védique. Ouais. Et pour lui, la tradition des Védas, et encore plus particulièrement l'Avesta, Ouais. qui pour lui fait référence à des événements encore plus anciens que les Védas. Donc Euh, l'Avesta, on est chez Zoroastre, hein. voilà, on est chez Zoroastre. Et lui, en faisant de l'étude de texte, définit que l'origine de cette tradition arienne, si on veut, provient du pôle Nord, quoi. Des régions au-delà du cercle polaire, ce qu'il appelle les régions circumpolaires, quoi. Ok, ok. Notamment par rapport aux références astrologiques et aux jours, aux jours et nuits en fait. Tu vois, Ouais. il montre que suivant les textes, on pouvait se trouver que dans une région circumpolaire pour comprendre leur astrologie et leur façon de découper Oui, parce qu'il y a fatalement une vision du ciel beaucoup plus claire et beaucoup plus détaillée, quoi. Voilà, voilà. Ok. Mais là, du coup, ça veut dire que il y aurait eu donc des gens situés dans un lieu plus ou moins mythique, imaginaire. Qui sont-ils? Qui sont-ils pour, donc pour certains auteurs comme Tilak ou Guénon? On a affaire au peuple premier, dans le sens le peuple originel, Ouais. qui était sur une espèce, on pourrait dire, de Pangée, Ok. Et suite à un cataclysme,
je sais pas comment dire, la planète a plus ou moins explosé, les continents ont dérivé, ouais. explosé, et ce peuple originel est descendu vers le sud. Donc, vu qu'ils étaient au nord de tous les côtés, ils sont descendus vers le sud depuis le Canada et le continent américain, depuis la Scandinavie, depuis le haut de la Russie, depuis le haut de la Chine, et notamment parce qu'on retrouve des mythologies faisant référence à des lointains ancêtres qui seraient venus d'un continent nordique, quoi. On peut penser aussi au civilisateur primordial des cultures amérindiennes, Viracocha, qui sont des grands blonds barbus venus du nord sur un bateau, quoi, par exemple. Ok. Est-ce qu'on peut parler de ces peuples de la mer dont fait mention notamment les Hellènes, quand on parle de l'arrivée de ces peuplades voilà, par bateau, etc., qui sont venus faire des conquêtes et tout, notamment en Là, Afrique du Nord. je pense que non. Il y a. Je crois que c'est les Pélages, non, un truc comme ça, non, je ne sais plus comment ils s'appelaient ces gens-là. Je vais peut-être Ouais, faire des bêtises. il y a les Iskos. Ouais. Mais non, là, on a affaire à. Quand on parle des Hyperboréens, du peuple originel, c'est dans la nuit des temps, quoi. C'est un temps anhistorique, c'est-à-dire c'est vraiment très, 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 très ancien, quoi, on va dire. Et que, par contre, il y a eu des vagues successives de peuples venus du nord vers le sud, quoi. Et toi, justement, là, à cet endroit-là, toi, tu dissocies ces migrations provenance du Nord du peuple primordial, mythologique, Voilà, que seraient les voilà. Hyperboréens. Toi, tu fais une distinction entre les deux. Oui, c'est bien plus ancien quand on parle du continent. C'est les continents originels, tu vois, de l'humanité, quoi. Donc, Ouais. Tu vois, Nicéphore qui dit certains auteurs font le lien avec le peuple des mégalithes, les peuples premiers, quoi. oui, ouais, on peut voir ça. Donc, on va partir sur le versant mythologique. Donc, il y aurait un peuple mythique à qui on prête des pouvoirs assez, en tout cas une civilisation assez extraordinaire, quoi, finalement. Disons que les descriptions des Hyperboréens ressemblent aux descriptions de l'âge d'or, du paradis terrestre. Donc c'est dans ce sens-là où c'est mythologique, tu sais, un monde justement où le soleil ne se couche jamais. Donc c'est aussi pour ça qu'on le place au nord. Un monde de félicité, et généralement, en tout cas chez les Grecs, chez les Indo-Européens, c'est assimilé à l'île des bienheureux, l'île des saints, et donc c'est une image de l'âge d'or originel, justement. Ouais, j'avais trouvé une petite illustration sympa de une des représentations qu'on peut se faire de cette civilisation et de ses constructions, etc., quoi. Je sais pas si ça. Voilà. Alors c'est, je crois, Hésiode. Peut-être que je me trompe parce que beaucoup d'auteurs grecs en ont parlé et se sont copiés entre eux. Ouais. Mais on dit qu'ils font des festins, qu'il y a des sitarèdes, tu sais, des joueurs de sitar, donc et qu'ils prient le dieu Apollon. Et on sait qu'en Grèce, à Delphes, il y a le fameux Apollon hyperboréen qui descend du nord sur des signes. Ouais. Enfin, des signes l'enlèvent, l'emmènent au nord, et au bout d'un an, le redescendent à Delphes. Yes. Voilà. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que on parle d'un peuple légendaire. Je refais le lien avec la mythologie celtique d'Irlande, qui nous parle, par exemple, de la Tuatha Dé Danann, que tu connais, j'imagine, qui ne sont pas des humains comme nous, puisque dans la lecture irlandaise celtique, les humains sont les Gaëls, et ils arrivent après, en fait, les différentes vagues successives de populations semi-divines, en fait, parce que par exemple, la Tuatha Dé Danann, elle est considérée comme des pré-humains, sont des pré-humains et qui auraient des pouvoirs extraordinaires, en fait. Ouais. Donc, en gros, c'est une peuplade qui descend des dieux, qui en ont certains attributs, etc. Et après, effectivement, vont apparaître les Gaëls, c'est-à-dire les humains comme toi et moi, quoi, finalement. Et quand on parle... alors, ils viennent forcément, la Tuatha Dé Danann vient
provient des îles, effectivement, au nord du monde. Est-ce que finalement, quand on parle des hyperboréens, on n'est pas dans le même registre? Si, exactement. Et en fait, bon, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te donner mon avis. C'est que je pense que l'état normal de l'être humain se situe dans le monde intermédiaire, donc Ouais. le monde imaginal. L'être humain est on pourrait dire un pur esprit, une âme désincarnée, qui, alors on parle toujours d'un espèce de drame cosmique, d'un péché originel, qui fait qu'on est passé je sais pas comment dire, d'une race divine à une race humaine. Et comme dans humain, tu vois, ça vient de humus, la terre, et les Gaëls, tu sais, c'est comme la même racine que Gaïa, tu vois, Ouais. voilà, et qu'on serait fait de terre, mais donc ça veut dire qu'on s'est corporifié, je sais pas comment dire, on s'est Ouais. incarné, là, dans le sens, on s'est incarné et on est passé du monde des dieux à l'ici-bas matériel, soumis au temps, à l'espace, à la maladie, à la corruption, au travail. Enfin, tu vois, on retrouve toujours le même archétype Ouais. dans ces mythes du paradis terrestre et de la chute, si on veut, de l'homme. Donc toi, les hyperboréens, tu les places comme une espèce de race, entre guillemets, purement divine et spirituelle, quoi. Ouais. Et on le retrouve dans la tradition taoïste, Ouais. parce qu'on a Avec des, les immortels, c'est ça que tu... oui, on a des traces dans Chuang Tzu qui nous parle d'une île située au nord, une île des bienheureux, et tu as surtout les voyages de Yu le Grand, Ouais. qui sont très similaires au voyage de Hu-Gardan. D'ailleurs, ce qui veut Oui. dire pareil. Hu-Gardan, c'est Yu le Grand aussi. Ouais. Et il nous parle de 4 îles situées au nord, avec une île centrale. Donc en fait, il y a 5 îles, on va dire. Chez les hindous, il y a 7 îles, quoi, Ouais. et une île centrale qui est l'île Blanche. Et sur cette île, on parle d'hommes flottant dans les airs aux os mous. Ok. Tu vois, Ouais, je donc vois. ça, Ouais. tu vois, les os mous, ça rejoint aussi un peu ce processus de solidification qui se fait au fur et à mesure de la descente cyclique. Et donc, on est vraiment dans un monde non terrestre, quoi, tu vois. Enfin, moi, j'ai jamais vu des êtres humains aux os mous flottant dans les airs, quoi. Et Aujourd'hui, on pourra en trouver, mais c'est pas ceux auxquels on pense. Des bons invertébrés complètement débiles qui flottent à peu près. Voilà. Bref. ben justement, en plus, là, c'est l'inverse, parce que dans tous ces mythes, on dit que c'est des gens qui ont une extrême sagesse. On explique, tu vois, dans les textes hindous, que sur l'Ashvepadvipa, il n'y a pas de caste. Tout le monde est prêtre, guerrier, artisan, enfin tout le monde, enfin tu vois, Ouais, ouais, ouais. on a affaire en gros à une humanité parfaite, et il y a ce principe de descente vers le sud, ou peut-être de descente du point d'un plan spirituel à un plan matériel, avec ce processus de solidification, d'ignorance progressive et de descente cyclique, quoi, on va dire. Ouais, ça se tient cette histoire. Ça se tient carrément. En plus, ce qui est marrant, c'est cette notion de peuple polytechnicien, en fait, Oui. donc, capable d'embrasser les différents arts et différents talents, etc. Ce qui est précisément la position d'Apollon dans la cosmogonie hellénique, déjà. On Oui. retrouve ça avec Lug, qu'on appelle le polytechnicien. En vieux gallois, c'est Samil Danar, Ouais. tu vois. Et donc, en C'est fait, ça avec Viracocha, les ouais, peuples qui sont qui apportent juste, c'est des civilisateurs primordiaux, le héros primordial, on va dire, tu sais, qui apporte la culture, qui apporte le savoir-faire et la science, en fait, ou comme aussi Apollon chez les Grecs, qui est complètement, le complètement. dieu de la sagesse, voilà. Ouais, puis c'est le dieu solaire qui maîtrise tous les arts, Apollon. Donc Mmh. il a vraiment cette épithète de polytechnicien. On le trouve dans la guérison, on le trouve dans la musique, dans les arts en général. On le trouve aussi dans certaines questions liées à la justice. Tu vois, il y a plein de trucs chez Apollon, quoi.
Et donc, ouais, effectivement. Et alors, du coup, comment, depuis cette peuplade, entre guillemets, descend et apporte sur Terre ce qu'on appelle la tradition primordiale? Mais justement, la tradition primordiale, pour moi, c'est comme une idée platonicienne. Et ici-bas, en fait, je sais pas, comme par exemple, la tradition avec un grand T, c'est l'idée platonicienne de toutes les traditions avec un petit T Ouais. particulières qui ont vu le jour sur Terre. Exactement comme il y a la vérité avec un grand V et il y a les vérités relatives d'ici-bas, tu vois, comme Ouais. il y a la justice avec un grand J et puis la justice avec un petit J d'ici-bas qui sera jamais parfaite, en fait, puisqu'on est dans le monde des hommes. Donc, Ouais. en gros, le fait qu'on retrouve chez des traditions complètement différentes, dans des lieux et des temps complètement différents, on va retrouver des symboles équivalents, des mythes équivalents, des rites. Et quand je dis équivalent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des concordances, quoi. Mm. C'est jamais exactement pareil, puisque chaque peuple a son génie propre, tu vois. Mais justement, si on retrouve, notamment dans l'hémisphère nord, un petit peu dans l'hémisphère sud, cette idée d'un continent primordial situé au nord de la planète, il y a forcément une part de vérité derrière, quoi. Ouais. Ouais, je Donc, pense. donc voilà, et que du coup, c'est un petit peu comme tu sais, la confusion des langues, en fait. Il y avait Mm. on pourrait dire, il y avait un langage unique à un Ouais. certain moment donné, et les peuples, par leur dispersion, ont développé des langages particuliers, mais qui sont toujours rattachés au langage primordial, en fait. J'entends. Ouais, ouais. Ouais, bah, ça c'est bon, c'est l'idée de Guénon. Enfin, c'est un peu lui qui apporte ça aussi pour cadrer le sujet. Lui-même parle de l'Hyperborée et d'Atlantide, si je ne me Oui, trompe pas. Qu'est-ce qu'il en dit? C'est quoi sa vision à lui, en fait, de tout ça? pour Guénon, il dit la tradition primordiale est d'origine hyperboréenne. Donc pour lui, la tradition primordiale provient de ce continent nordique. Ok, Et après, il parle de centres spirituels secondaires, ok, dont l'Atlantide. L'Atlantide, en fait, c'est une deuxième étape de migration des hyperboréens, en fait, quoi. d'accord. Et il y a plusieurs centres secondaires, c'est-à-dire les hyperboréens en descendant sur la planète, qui ont fondé par exemple l'Atlantide. Ouais, On a beaucoup d'auteurs qui voient aussi. J'ai un livre très intéressant qui s'appelle de Géticus, qui s'appelle la Dacie hyperboréenne, qui voit dans la Dacie aussi un centre secondaire d'hyperboréens qui serait descendu donc au niveau de l'Europe. Et Tilac, lui, il voit dans l'Inde et la Perse un centre secondaire provenant du nord via la Russie et le nord de l'Inde. Et on retrouve aussi ça en Chine aussi, de, avec la fameuse Shambhala, qui est le centre et qui veut dire la ville située au nord, en fait. ok, ouais, littéralement, c'est ça que ça veut dire, Shambhala. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Donc, ouais, on est toujours sur une notion de nord symbolique au-delà du connu, quoi, en fait, à la fin, Oui, quoi. ouais, ouais. C'est comme tu vois, on pourrait même trouver, en fait, il y a des directions symboliques. Tu sais, comme il y a l'Orient mystique, Hmm. tu sais, où le soleil se lève, parce que tu vois, Ouais, certains peuples, notamment la tradition abrahamique, ouais, elle place le paradis terrestre en Orient, quoi. ouais. Mais pour les auteurs pérennialistes ou des gens, je sais pas, comme Fabre d'Olivet, cet Orient est un centre secondaire, enfin d'un cycle secondaire, alors que le premier mouvement s'est effectué depuis le nord, quoi, on va dire. Est-ce que on peut imaginer que ces hyperboréens auraient été une espèce de race, allez, je vais prendre des mots un peu barbares, mais semi-éthérique,
tu vois, un petit peu comme ce que tu expliquais, qui Oui. du coup, ce serait entre guillemets incarné à un moment donné dans des êtres parfaitement humains, ou en tout cas aurait transmis depuis une perspective ésotérico-magique la gnose primordiale, quoi, la tradition primordiale, dans des peuplades primaires, primitives, en ce sens d'origine, quoi, tu vois, qui, elle, aurait pu se trouver, mettons, au pôle Nord, qui visiblement, à certaines époques, était habitable. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je le vois plus comme effectivement des êtres éthérés, mais qui sont toujours là, en fait. Ok, Euh, et ok. que cette science. Donc ça, je renvoie à mon livre Homo mythologicus, ça fait partie de la thèse du bouquin, en fait, et que chaque tradition particulière a des voyants primordiaux, comme, je sais pas, les Rishis de l'Inde, ou on peut penser aux prophètes, aux fondateurs de religions, ou aux chamans, aux medicine man, qui par processus d'extase et de visualisation vont dans un monde imaginal, on va Ouais, dire, ouais, 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 et ouais, dans l'astral, quoi. Ouais. voient plus ou moins la même chose avec comment on pourrait dire, avec des choses qu'ils peuvent comprendre suivant leur espace-temps. C'est pour ça qu'on va retrouver les mêmes archétypes derrière, les mêmes patterns, mais colorés d'une manière différente. Pour que... Ouais, je vois. Ben, en fait, parce que c'est un truc que tu retrouves dans la tradition indo-européenne, qui a d'ailleurs été quelque part conservé par le christianisme avec le culte des saints, dans une certaine mesure. C'est-à-dire la notion des ancêtres qui, une fois qu'ils ont quitté, en fait, comment dirais-je, le plan matériel, restent en contact avec le clan. Tu vois ce que je veux dire? Les ancêtres illustres qui ont apporté, qui ont apporté au clan énormément de choses. Encore une fois, c'est le principe du culte des saints, c'est-à-dire ce sont des personnages illustres de la société chrétienne avec qui on garde un lien pour se remémorer de leurs bienfaits, etc. Et en fait, quand tu creuses la question, pour les chrétiens, en tout cas de l'époque, quand on prie un saint ou qu'on l'invoque ou quoi au caisse, son esprit, du moins une partie de ce qu'il est, se manifeste en fait. Tu vois? Oui, ah ouais, tout Et à fait. on retrouve la même logique avec le culte des ancêtres dans les clans celtes ou quoi que ce soit. Alors en fait, Oui, est-ce qu'on pourrait et les héros imaginer. aussi. Ouais, Les héros les vont héros, oui, aussi. ça fait partie du panthéon, Parce que, quoi. Ouais, et ouais. du coup, tu tombes parfaitement dans le mille parce que cette hyperborée, elle est souvent appelée l'île des saints ou Ouais, l'île des bienheureux, quoi. bien heureux, Où, ouais, ouais. où les héros grecs coulent des jours heureux, quoi, en fait. Ouais, repose dans la béatitude divine, Voilà, ouais. etc. Une espèce de Valhalla où tu te la colles Voilà, avec voilà. tes potes à la cool, voilà. Ouais, 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 je vois. Ouais, donc ça abonde dans le sens de la thèse vraiment mythologique, quoi. Oui, mais Et il y a un aspect mythologie. éso. Voilà, mais pour moi, de toute façon, après, ça c'est une question de vocabulaire, mais euh, pour moi, la mythologie est plus réelle que l'histoire, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, dans mythologique, il y a mytho, et aujourd'hui, quand on dit quelque chose est mythologique, ça veut dire c'est plus ou moins une invention, quoi, en fait. Alors Ouais. que quand je dis mythologique, c'est même un synonyme d'ésotérique, en fait. Oui, C'est-à-dire, bah, ouais, 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 je suis d'accord. En fait, de toute façon, la mythologie, c'est de la métaphysique, donc il y a une part d'ésotérisme fatalement dedans, quoi. ouais, ouais. Enfin, en tout cas, quand on la comprend pour ce qu'elle est à la base, quoi. Et non pas comme les universitaires du moment qui n'ont rien compris au sujet, à mon avis, en tout cas. Oui, oui, et puis aussi, le mythe, tu sais, c'est comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans, hein, c'est-à-dire Madame Michu, le mythe, elle croit vraiment que il y a des grands blonds qui habitent dans un continent nordique, alors que le prêtre, le sage, lui, va comprendre quelque chose d'autre derrière. Bon, lui, il verra plus le nord avec le nord cosmique, en fait, Ouais, le ouais, nord imaginal, exactement comme il y a des littéralistes dans le christianisme, et je sais pas,
Il y a des gens, ils pensent que réellement Jésus a marché sur l'eau, mais c'est l'archétype du prophète qui marche sur les eaux inférieures que tu retrouves partout. Tu vois, c'est. Ouais, j'entends. Ouais. Ouais, non, je suis globalement assez d'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu là où on a commencé à mettre les pieds, c'est-à-dire, il y a une part de mythe, donc de métaphysique et d'ésotérisme, et, à mon avis, il y a une part de choses parfaitement incarnées. Tu sais, pour moi, le mythe, la métaphysique Oui, s'incarne dans la matière, prend vie au travers oui, des tout à fait. événements de la nature, etc. Tu vois. Oui, Et oui, moi, oui. ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Alors, je suis pas assez calé sur le sujet, c'est pour ça que je t'ai fait venir aussi. C'est comment on peut faire la jonction. Quels auteurs proposent des jonctions? Toi, qu'est-ce que tu en penses, par exemple? Bah justement, là, je parlais du livre de Tilak, qui donc se sert des Védas et de l'Avesta, qui sont les mythes, enfin, on peut dire primordiaux des Indo-iraniens. Mais lui montre bien que ça se base justement sur quelque chose de naturel en rapport avec l'astrologie et que ces textes très anciens qui ont été compilés bien plus tardivement à l'écrit sont transmis de bouche à oreille par l'oralité depuis la nuit des temps, mais qu'on parle vraiment d'un peuple situé dans les régions circumpolaires, quoi. Et que suite à un, donc dans l'Avesta, c'est une énorme glaciation justement, c'est-à-dire que Ouais, le nord était une terre verte, tu vois, comme on a une terre habitable, quoi. ouais, habitable, tout à fait, et que bah, suite à un bouleversement planétaire, certains parlent aussi d'un, tu vois que à l'origine, la Terre avait un axe parfaitement vertical, Oui, et que tu vois, le pôle s'est penché et a amené, tu vois, la dérive des continents et donc la dispersion de ce peuple primordial à travers la Terre qui a été reconfigurée, quoi, on va dire. ouais, alors ça, c'est pour faire la parenthèse pour les gens du chat, le phénomène dont parle Pierre-Yves, c'est ce que les hindouistes appellent l'ayanamsa, euh, d'où en fait un décalage, alors je sais plus de combien de degrés, tous les 72 ans, je crois, un truc comme ça. Tu vois, c'est Oui, 1 degré tous les 72 ans. C'est le phénomène de précession des équinoxes, en fait, quoi. tout à fait, avec des cycles de D'où, 2000. c'est ce qui, excuse-moi, je finis parce que j'y pense, c'est ce qui amène ce qu'on appelle très vulgairement, parce que ça mériterait d'être détaillé, l'inversion d'épaule. Oui, Parce qu'en et fait, c'est vu que l'axe bouge, à un moment donné, par phénomène de rotation, à un moment donné, il y a une inversion d'épaule qui se fait. Ouais, tout à fait. Et avec des cycles de 2160 ans, ouais, à où peu près. Alors, ouais. on passe justement ben, comme l'ère des poissons, là en ce moment, en l'ère des Ouais, les poissons, on grandes va aires passer à l'ère, astrologiques, voilà, à effectivement. l'ère du Verseau. Ouais, ouais. Avant, c'était l'ère du. Je sais jamais, c'est l'ère du taureau avant l'ère du poisson. Non, l'ère du bélier, je crois. L'ère du bélier, ouais, ouais, ouais. Voilà. Et l'ère du taureau avant l'ère du bélier, quoi. Tous les. Exactement. Voilà. Et donc, comme si en fait, le monde est. Pareil, moi je le vois un peu d'une façon symbolique. Le monde était pas parfaitement stable, on va dire, et que le pôle, l'axe terrestre était parfaitement droit. Et suite à ce décalage, on pourrait dire comme si un mécanisme s'était mis en route, en fait, quoi. Ouais, ouais. Bah après, c'est un mécanisme naturel, la précession des équinoxes, mais en tout cas, d'un point de vue ésotérique et philosophique, effectivement, le fait que il y ait ce décalage d'un degré tous les 72 ans, si ma mémoire est bonne, à un moment donné, forcément, la planète, elle bouge et il y a un renversement probablement des pôles. C'est pas déconnant de penser ça. Non, C'est pas c'est pas déconnant. déconnant de Ouais, penser ça. Après, moi personnellement, comme je te l'ai dit au début, j'ai pas les moyens d'investigation. pareil. Faudrait creuser sous la glace en Arctique. Peut-être qu'on trouverait des vestiges. Ça serait carrément Mais possible. tu sais que il y a effectivement plusieurs nations, notamment les Américains, se sont installés là-bas et qui cherchent, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? A priori, moi, j'en sais rien. Mais si on se laisse un petit peu divaguer dans des trucs un peu conspi machin, comme on aime bien faire de temps en temps, c'est pas à exclure qu'il
ils auraient pu aussi avoir un volet archéo pour essayer de. Peut-être. Je pense quand même que c'est surtout pour le pétrole et les matières premières. Oui, bon, bah oui, fatalement, oui. Ouais. Mais après, moi, du coup, j'ai plus un avis en majorité symbolique quand je parle des hyperboréens, tout simplement parce que les auteurs qui parlent de ça te disent que c'est pas un continent physique. Hein. Je te dis, Pindar dit bien ni par terre ni par mer pourrait accéder au continent hyperboréen. Quoi. Ou comme je te disais, le voyage de Hugh le Grand, c'est quand même un voyage plus astral que physique, parce que s'il trouve des hommes qui volent dans les airs transparents au corps mou. C'est un peu chelou. Il y a chez les Slaves, font aussi référence à ce continent, et eux ils disent que c'est un monde de plumes. C'est-à-dire que, donc, tu vois, et pareil, seul le héros, en fait, c'est comme une barrière, en fait, ces plumes, tu vois, ça ressemble aussi au paradis terrestre qui est fermé, tu vois, et seul le héros arrive à passer à travers ce mur de plumes, quoi. Ouais, je vois l'idée. Ouais, ça nous fait pareil quand on parle de l'île des Bienheureux, c'est l'île d'Avalon où Arthur repose, tu sais, quand il est blessé et qu'il est ramené en île d'Avalon pour être guéri. En fait, il part en dormition avant son retour mythologique. On parle d'un archétype, hein, évidemment. Quand on parle d'Artus, c'est l'archétype de la royauté, le chef légitime qui ramène l'ordre dans le monde, en fait, hein, quelque part. Tu vois. Par contre, on retrouve dans Arthur, on retrouve l'étymologie Art, qu'on retrouve dans Arctique, qui est la terre de l'ours. La terre de l'ours et qui parle de l'étoile polaire, quoi, l'étoile du Nord. Quoi. Oui. On peut penser aussi à la racine, quand on dit boré. Boréa. Voilà, ça vient du vent du Nord qui s'appelait le boré, le vent du Nord, mais dans boré, il y a la racine bord qui donne ber, qui donnera ber, effectivement. Ber, tout à fait, ouais. C'est exactement ça. Mais ouais, carrément. Alors, juste un truc aussi, chez les Aïnous du Japon, c'est une peuplade au nord du Japon, je crois que c'est l'île d'Hokkaido, qui est le plus proche de la Russie, qui n'est pas un peuple asiatique, en fait. Ils ont, je sais pas comment dire, ils ont dans leur génétique du blanc, en fait, quoi, on va dire. Et dans leur cosmogonie, c'est un ours, même une ours avec un E, la femelle de l'ours d'ailleurs, qui est la civilisatrice primordiale, en fait. Ok, ça dit tout. C'est clair. Et en fait, encore une chose, c'est que cette terre de l'ours a été mise en corrélation avec la grande ours, qui est on va dire le pôle du ciel, en fait. Oui, complètement. Alors, je poursuis un petit peu. Après, on va pouvoir tout doucement se tourner vers les questions, parce que je crois qu'il y en a pas mal. Donc, n'hésitez pas, les amis. Hein, dans le chat, vous mettez un Q majuscule, vous posez vos questions, et puis Pierre-Yves va répondre, évidemment. Alors, moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est l'aspect antédiluvien. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une des lectures relatives à l'hyperborée, on leur prête une existence antédiluvienne, c'est-à-dire avant un cataclysme dont tu as parlé un petit peu tout à l'heure. Ils auraient été donc quelque part parfaitement incarnés sur Terre, avec des cités incroyables. Alors des fois, on lui en rajoute une technologie, des pouvoirs, enfin voilà, on voit un peu le truc. Et le déluge serait donc survenu, aurait posé des problèmes forcément pour survivre. Et alors, il y a ceux qui pensent qu'ils se seraient barrés sur d'autres planètes, machin. Alors ça, c'est plutôt moderne, je pense, comme lecture. C'est peut-être même, ça provient peut-être même de certains théosophes. Ceux qui pensent qu'effectivement, il y aurait eu des migrations un petit peu comme ce que tu as dit. Donc, il y a quand même une partie des gens qui étudient cette question qui, eux, partent du principe que ces gens-là auraient vraiment existé. Oui, tout à fait.
tout à fait. Notamment, je pense, René Guénon, il le dit, Ouais, il n'en parle pas d'un point de vue symbolique, quoi. ouais, Et on peut dire, dans la vision de Guénon, c'est que l'hyperborée, ça correspond à l'âge d'or. Ce déluge, ce cataclysme fait passer à l'âge d'argent. C'est-à-dire qu'entre chaque âge, il y a un cataclysme, en fait, qui fait passer d'un cycle à un autre. Peut-être, je crois que l'âge d'argent, il faudra que je regarde, euh, correspond au cycle de l'Atlantide. La, L'engloutissement de l'Atlantide fait passer à l'âge d'airain, tu vois ce que je veux dire, et ouais, peut-être que le déluge biblique, par exemple, est beaucoup plus récent, et ce serait celui qui aurait fait passer de l'âge d'airain à l'âge de fer. ouais, ouais, c'est possible. Parce que le déluge, quand même, bon, d'un point de vue biologique, entre guillemets, météorologique ou quoi, c'est complètement envisageable, hein. Je veux dire, des montées des eaux avec des conséquences sur les continents et sur la vie sur les continents, etc. Enfin, c'est pas complètement con. Je veux dire, Non, non, c'est vrai, on sait par exemple que la Méditerranée, il y a, je sais pas, 4000 ou 5000 ans, elle a monté de plus de 30 mètres. ouais, C'est pour ça qu'on retrouve des temples ouais, près des côtes. Enfin, l'Europe, la figure du monde était différente, quoi, et ouais, peut être très périodiquement bouleversée, quoi. Comme bien on sûr. sait, il n'y a pas que des déluges d'ailleurs. Il peut y avoir aussi des réchauffements, ou quand on parle Ouais, de pluie, de feu. Et ouais, on sait par exemple qu'on cultivait la vigne en Norvège ou en Groenland, ne serait-ce qu'au Moyen Âge. Donc ça peut en fait très très vite changer, quoi. ouais, Comme on sait que le Sahara, là c'est plus lointain, était une forêt avec des lacs. ouais. Ah ouais, carrément. Donc, là, bah, de toute façon, la nature bouge, ça, c'est tout à fait juste. Ouais, Donc, ça, c'est le côté où, en fait, quand on parle d'un déluge, c'est complètement plausible. Après, il y a la représentation qu'on s'en fait, espèce de cataclysme qui aurait éradiqué toute l'humanité ou que sais-je encore, un petit peu comme raconte le livre de la Genèse, par exemple. Bon, moi, je souscris pas trop à ça. C'est-à-dire que des problèmes climatiques certains qui ont poussé les peuplades à s'adapter, bouger, machin, et reconstruire, oui, ça, pour moi, c'est sûr que c'est produit. Tu vois, oui, oui, tout à fait. Et après, dans ta question, c'est exactement pareil avec l'Atlantide. ouais, Quand on parle de l'hyperborée, on ouais, retrouve le même archétype d'une grande civilisation ouais, civilisatrice qui, suite à l'hubris collective, ouais, se prend un déluge, un cataclysme. Là, pour le coup de l'Atlantide, ça serait plus un engloutissement. Mais est-ce que on parle d'un archétype général en fait qui se produit dans chaque cycle civilisationnel, ouais, qu'on passe par une courbe de Gauss, on atteint ouais, un apex et ensuite il y a une lente chute, un lent effondrement ouais, jusqu'à un cataclysme qui peut prendre la forme d'un déluge, d'un réchauffement climatique, ouais, d'une glaciation, et puis ça peut être aussi une invasion barbare, hein, c'est aussi un cataclysme, hein, complètement. Complètement, complètement. Toi, il y a Nicéphore qui dit: il me semble que l'Atlantide serait une régression de l'hyperborée pour Guénon. Alors, il n'emploie pas le mot régression, il dit centre spirituel secondaire de l'humanité. Voilà. Ouais. Donc, en gros, hop là. En gros, l'idée, c'est qu'il y a donc cette civilisation préhumaine, ou en tout cas semi-divine, que seraient les hyperboréens, et un centre secondaire incarné, ce serait l'Atlantide, par exemple. Voilà, voilà. Ok. Et Et là, lui, et, là, on serait sur une cité qui aurait possiblement bien pu exister, bien physiquement, quoi. tout à fait. Et pour Guénon, il y a un peu pour moi, il y a un peu de relent New Age, hein, là-dedans, hein, parce Ok. que dans Le Roi du Monde, il explique que le centre spirituel de l'humanité actuellement, il est caché, et en gros, c'est l'Agartha, quoi, hein. Ouais, bah, l'Agartha, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Mais toi, par exemple, ton point de vue sur Atlantide, quel est-il? Pour moi, il est comme pour l'Hyperborée. Et, en fait, ça m'importe peu de savoir que c'est un continent réel qui a existé ou pas. Parce que pareil, moi j'ai pas de sous-marin pour vérifier Bah, nos. par rapport à ça, c'est intéressant ce que tu dis.
il y a eu quand même plusieurs découvertes sous-marines de surface plane à angle droit qui suggèrent que déjà, c'est pas fait par la nature, à proprement dit. Ça ne peut que être fait par la main de l'homme. Et on retrouve ça dans les fonds marins. Je sais qu'il y a une découverte comme ça qui a été faite, alors si je ne me trompe pas, c'est au sud d'Okinawa. C'est un pêcheur qui a trouvé ça un peu par hasard. Il n'y a pas que là-bas qu'on a trouvé ce genre de vestiges. Et c'est des trucs qui vraiment posent beaucoup de questions. Oui, je suis d'accord. On en a parlé justement quand on parlait de l'architecture troglodytique, de cette structure. On retrouve aussi des structures comme ça dans les Caraïbes aussi, au large des Caraïbes. Et par exemple, dans ce qui concerne l'Atlantide, si on pense à un petit continent au milieu de l'océan Atlantique, on voit qu'il y a une énorme faille au milieu de l'océan Atlantique, et ça serait peut-être ça qui aurait provoqué l'engloutissement de ce continent, quoi. Ouais, c'est bien possible. Donc ce serait, alors du coup, on en revient à Guénon, ça serait un centre spirituel secondaire. Du coup. Voilà. Donc ça veut dire que les civilisations qu'on dit antédiluviennes, donc Atlantide, Mu et d'autres trucs comme ça, seraient des centres secondaires. Voilà. Auraient été, du moins, des centres secondaires. Voilà. Ok. Tout à fait. Et donc après, déluge arrive, les peuples migrent et cherchent à reconstruire sans perdre la sagesse acquise, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Et par contre, pour moi, ce qui m'intéresse essentiellement, donc c'est moins romantique, mais c'est que l'Atlantide, en fait, on connaît surtout par Platon, dans le Timée et le Critias. Ouais. Et pour moi, Platon décrit comme une espèce de cité idéale, légendaire, on va dire, mythologique, et nous parle de la vie et la mort des civilisations à travers ce mythe, en fait. Ok. L'espèce de Jérusalem céleste, un peu. Ouais. D'accord. Okay. Et c'est comme ça aussi que je vois Hyperborée, d'ailleurs. Ok. Moi, en fait, après, on va prendre les questions si tu veux bien. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que Hyperborée, Atlantide, Agartha, ou même les différents âges d'or, âge d'argent, âge d'airain, âge de fer, c'est un état ontologique de l'humanité, quoi. Et que, au fur et à mesure du cycle, le monde se solidifie et dire, pendant l'âge d'or, les êtres humains n'étaient pas comme les êtres humains d'aujourd'hui, quoi. Étaient de pur esprit, et leur terre était une terre imaginale bien plus complexe que la nôtre, quoi. Ça, franchement, ça se discute. C'est dans le sens où il y aurait effectivement des trucs à creuser de ce côté-là, quoi. Nicéphore, je lirai l'Atlantide au peuple de la mer, comme dit Spanut. Toi, tu connais Organ Spanut? Oui, je connais. Mais lui, l'Atlantide, il le met dans la Baltique. Alors qu'a priori, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on l'appelle océan Atlantique, ça vient des Atlantes. Platon parle au-delà des colonnes d'Hercule, et les colonnes d'Hercule, c'était le détroit de Gibraltar. Donc, a priori, voilà. Ouais. Mais bon, l'Atlantide, c'est l'archétype justement de l'île située à l'ouest, aussi de l'île des morts, quoi. Comme tu parlais d'Avalon, il y a aussi des localisations à l'ouest du. Oui, tout à fait. Ouais, c'est clair. Alors, attends, il y a 2-3 trucs que je vais montrer. On va aller prendre des questions, parce que là, je vois qu'il y a pas mal d'interrogations dans le chat. Alors, je voudrais quand même vous montrer 2-3 bricoles, les copains. Pierre-Yves, tu avais fait une vidéo sur ce sujet. Vidéo que voici. Voilà. Le symbolisme du pôle du Nord et de l'Hyperborée, il y a 6 ans déjà. Alors ça, c'est sur la chaîne de Pierre-Yves. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez aller écouter cette vidéo. C'est la lecture d'un article écrit et qui se retrouve dans mon recueil d'articles, La gamme cosmique, où là, c'est un recueil de tous mes articles qui sont parus sur mon blog. Enfin, pas tous mes articles, parce qu'il y a l'article qui s'appelle La gamme cosmique qui n'est pas sur mon blog. Et donc, ce livre, La gamme cosmique, est un recueil d'articles revus, corrigés et augmentés, quoi, en gros. Mais on y retrouve cet article.
Ouais. Alors, la gamme cosmique, les amis, pareil, je vous montre un peu les travaux de Pierre-Yves parce que ça bosse. Hop, chez les pangolins, pareil, je vous mets ça in the chat. Comme ça, vous pouvez aller vous choper tout ça. Ça vous fera de la lecture. Bon, de manière générale, d'ailleurs, chez les Pangolins Éditions, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que Nico a republié énormément de textes de Guénon, Fab d'Olivet, bon, il y a Gustave Lebon aussi, il y a d'autres trucs. Mais en termes de pérennialisme, il a quand même bien blindé. Il y a Matt Joy aussi, il a fait, je crois. Oui. Donc, Ouais. Gustave Lebon, enfin là, c'est pas pérennialiste, Gustave ouais, Lebon, mais c'est excellent, quoi. ouais. Bah, attends, on va faire un petit tour là. Voilà, tu vois, bah là, il y a Voilà. encore Fab Et juste un d'Olivet, truc, La il y a eu la Cité sortie Antique, Justine Le de, Coulange, ouais, aussi, ouais. il y a eu la sortie de ton dernier, parce que ça a été un peu en stand-by, les pangolins, pendant 1 an ou 2. Et Ouais, donc, il y a eu la sortie de ton livre. Il va y avoir ouais, la sortie du recueil de nouvelles de Ralph. de Ralph, Et ouais. moi, il va y avoir la réédition de mon petit bouquin, le symbole sur le symbolisme de la coupe et du Graal, quoi. Cool. Ah bah alors ça, oui, parce que toi, il y a plein de textes. Alors, peut-être, comme on en parlait en off tout à l'heure avec Pierre-Yves, mais toi, tu étais chez Archer Milano avant. Oui, Et en fait, Archer Milano, c'est un peu. On n'a plus rien, quoi. Le site, là, on a regardé tout à l'heure, le site, il est mort, quoi, en fait. ouais. Je reçois toujours mes droits d'auteur, mais en fait, c'était Laszlo Toth, Ouais, alors, qui était un ami de Julius Evola. Bah, c'est mon premier éditeur ouais, qui est décédé là maintenant il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Et ouais. du coup, c'est la fille qui a repris, mais que d'un point de vue administratif, quoi. C'est-à-dire D'accord. il publie plus rien et tu vois, Ouais, donc ouais, c'est la fin, quoi. ouais. Alors, j'en profite aussi pour montrer ton bouquin dont on a parlé, Le symbolisme du centre, Ouais, où tu évoques un peu tout ce dont on a parlé là tout au long de l'émission, en fait. Hein. ouais, tout à fait. Qui à terme, pareil, sera republié au pangolin parce qu'il est Ouais, disponible que sur Amazon, tu vois, enfin, les voilà. sites. Voilà. Juste un Ah, truc, faites gaffe. Des fois, il y a des vendeurs qui le mettent à 70 € alors qu'il n'est pas épuisé, en fait. ouais. Bah là, je vous ai trouvé la page. Là, c'est Pierre-Yves Lenoble, c'est toi, 23 balles, c'est le prix. Hein, donc, y a pas je pense qu'il n'y a pas de souci, tu vois. Donc, Oui, je vais ça vous c'est. mettre, ouais, je vais vous mettre ce lien-là, les amis, pour que vous puissiez aller voir tout ça. Ah ouais, c'est pas un lien court. Attends, qu'est-ce qui m'a bourriné là? Attends, là, il est parti en stouquette. Il m'a fait un truc trop chimique. Attendez, je vais la refaire. Normalement, je dois pouvoir avoir un lien un peu moins pourri que ça. Comment on fait? C'est chiant en fait. Amazon, c'est vraiment de la merde hein, en fait. Hein. Ouais. Ah, c'est là, je crois. Ah ouais, c'est ça, ok. Copier le lien, ouais, c'est pété. Alors, je la refais, deuxième prise. Voilà, normalement, ça devrait être bon là. Voilà, super, ok. Donc ça, c'est une des sources voilà, pour aller creuser un petit peu le sujet. Et Sophia Pereni, je l'ai montré tout à l'heure, je vous remets le lien dans le chat, les amis. Donc le blog de Pierre-Yves. Donc encore une fois, n'hésitez pas à encourager le travail des poteaux. C'est quand même super important. Ok, alors, go, les questions. Tac, je vais remonter en haut du chat. Hop là. Moi, c'est ça qui me fait marrer, je reviens dessus, parce que quand j'ai préparé l'émission sur la pierre de Fall, donc hein, comme je disais tout à l'heure, la mythologie celtique d'Irlande, Ouais. avec ces îles au nord du monde et ces peuplades pré-humaines ou semi-divines, tu vois, qui arrivent en fait sur Terre, mais qui sont pas vraiment des humains, mais qui sont pas vraiment des dieux. Ça me fait vraiment penser aux Hyperboréens en fait. Oui, ouais, mais c'est cette même. Je te dis, tout le bassin culturel indo-européen, dont font partie les Celtes, Ouais, parlent du Nil du Nord. Les ouais. Grecs parlent d'Hyperborée. Comment elle s'appelle cette île chez les Celtes? L'île chez les Celtes, c'est-à-dire. Cette île nordique. Ils appellent pas ça Hyperborée, mais il y a un nom hein, aussi. Je sais pas. Ouais. Je sais pas, mais je suis pas sûr. Enfin, oui, ils en parlent tous. Ça, c'est certain, par contre. Ouais. Effectivement, ouais. Alors,
Tiens, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais Nicéphore encore. Pour Pierre-Yves, tu ne fais pas le rapport avec l'Atlantide de Jürgen Spanhout et dans la mer du Nord, mais je crois que tu avais déjà répondu, je crois. Oui, j'avais déjà répondu. Non. Et en fait, on en parle depuis tout à l'heure. Finalement, le point de vue historique, matériel, je ne sais pas comment dire, physique de l'Atlantide ou de l'Hyperborée, pour moi, ça a un intérêt secondaire, en fait. C'est ce que ça raconte, en fait, qui est intéressant, quoi. Parce que, comme je vous dis, on parle d'époques tellement lointaines, et Spanut, alors lui, il parle de l'Atlantide, mais quand on parlait, par exemple, des peuples du Nord, des peuples de la mer, là, c'est très, 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 très récent par rapport à quand on parle des Hyperboréens, où là, il faut remonter des dizaines, voire des centaines de milliers d'années en arrière, en fait. Ouais, clairement. Axel, bonsoir Guillaume et Pierre-Yves. Salut à toi Axel. Est-ce que cette migration vers le sud aurait eu lieu à cause d'une inversion des pôles et du dérèglement climatique qui en découle? Tu as un petit peu répondu tout à l'heure. Hein. Oui, en tout cas, c'est une des hypothèses, quoi. Et c'est ce que disent de nombreuses traditions, quoi. Mais alors attends, je vais juste pour me marrer, parce que je suis obligé de mettre les pieds dans le plat un petit peu. Quid des dinosaures dans tout ça? Est-ce que tu vois où je veux en venir? Oui, ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'une lecture des civilisations, soit, on parle d'un déluge, on parle de tout ça. Les dinosaures, ça aurait été antérieur à tout ça? Moi, en fait, je te dis... mais je sais que tu n'y crois pas vraiment, en fait, toi. Non, en gros, je ne crois pas au terme dinosaure, je ne crois pas aux millions d'années. Okay. Là, je te dis déjà le Moyen-Âge, c'était il y a 1000 ans. On rame. On ne connaît pas tout, quoi, tu vois. Donc, imagine des milliers d'années. Et là, millions d'années, c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire, quand on parle en millions d'années, 10 000 ans, c'est une seconde. Hein. Donc, c'est complètement débile, en fait, de placer des choses aussi loin. Et moi, alors déjà, il y a eu des faux dans les dinosaures, ça c'est avéré, mais je pense qu'il y avait comme je sais pas, des espèces animales qui ont disparu et des gros reptiles, quoi. Voilà. Ouais. Et si j'allais encore plus loin ça va te plaire, ça. Vas-y. Dans l'occultisme et l'ésotérisme. Pour moi, c'est des démons solidifiés. Pourquoi pas? Franchement, je vois pourquoi tu penses ça. En fait, tu vois, on a trouvé les dinosaures quand on s'est intéressé à la psychologie des profondeurs, au cerveau reptilien, et que ce qu'est l'humanité intérieurement... et qu'on a commencé à creuser la Terre aussi. Hein. Voilà, se découvre matériellement, en fait. Alors ça, mec, ça ferait vraiment sujet d'une émission, en fait. On t'en a peut-être déjà parlé sur ta chaîne, hein. C'est possible. Hein. Je n'ai pas fait d'émission spécifique là-dessus, mais oui. Moi, je pense que l'homme n'est pas dans le monde, mais que le monde est dans l'homme, et que le monde est une projection de ce qu'est l'être humain, tu vois. Du coup, c'est dans ce sens-là aussi que l'Hyperborée, pour moi, est un monde immatériel et avec des êtres humains immatériels d'une grande sagesse. Et plus on descend dans le cycle, et plus on se solidifie déjà physiquement, psychiquement, spirituellement, et que même le monde extérieur se solidifie, quoi. Mais ça, c'est la théorie de Guénon, en fait, hein, la solidification du monde, quoi. Ouais. Mais c'est pas complètement con, hein, parce que de toute manière, on peut bien penser que la géologie des lieux depuis des siècles d'existence de la planète a forcément bougé. La minéralisation, c'est pas la même. Le niveau de densité des sols, etc. Tu vois, ça, c'est sûr que c'est différent. Ce qui pourrait même expliquer certaines formes d'architecture. Je sais que tu t'étais intéressé à tout ça. Tu sais, des espèces de grottes, entre guillemets, complètement polies, tu sais. Oui.
bien qui sûr. sont supposés impossibles à réaliser avec des êtres humains tels qu'on les pense d'une époque où on n'avait pas les outils, les machins, les trucs. Bon, Et voilà toutes quoi. ce qu'on a les émissions qu'on faisait avec Tiki Viracocha sur Ouais, les vestiges troglodytiques partout dans le monde, ouais, qui est les complètement fameux fou. C'est carcostes, complètement fou sur ça. Ouais. les ornières de chariots. Ouais. Mais t'étais pas allé faire un tour dans le Tarn, toi, pour en trouver des trucs comme ça? J'y étais allé avec Nico des Pangolins Ouais, euh, aux grottes de Calès. C'est pas très loin de Salon de Provence. ouais, Un site incroyable, quoi. ouais, Ah, ouais. je crois que le village, c'est un peu tristounet là-bas. C'est Labanon. Labanon, je crois. Ok, ok, C'est ok, vers ok. Vers Salon de Provence. Et il y a tout un site troglodytique incroyable, quoi. Ouais, 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 ouais. Alors, les voix païennes qu'on salue, camarades, fans de Conan. Ah bah oui, bah forcément. Bah Par oui, oui. l'hyperborée, voilà, tu vois. Je ne peux m'empêcher de penser à l'âge iborien en entendant parler de l'hyperborée. Bah ouais, ouais, c'est clair. Ah, il s'est Oui, oui, bah, vachement inspiré du truc, de toute façon, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il s'est inspiré ouais, ouais, à fond, de la quoi. mythologie Ouais, nordique qui fait ouais, ouais. référence à ça, quoi, bien sûr. Yes, 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 yes. D'ailleurs, les amis, pareil, un voix païenne. Attends, 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 je remets. Merde, c'est où? C'est là. Allez vous abonner, hein, chez les voix païennes. Il y a pareil dans le lien de la description qui fait un super travail. Alors, il est très branché Enochien et tout ça. D'ailleurs, il y a un très beau livre qu'il a sorti, Fabrice, là-dessus. C'est vachement sympa. Bon, voilà, petit coup de pub au vol pour les potes. On a fait Ça une fait... émission qui a bien marché, enfin qui a été Ah ouais? ouais avec Fabrice et chez Stéphou Yes. sur les ovnis. Ah bah, il connaît bien Fabrice les ovnis en Ouais, plus. ouais, C'est un de ses sujets phares. Hein. Il a potassé le truc vénère. Hein. ouais, ouais, je sais, je sais. On était à 80%, je pense, sur la même longueur d'onde sur les ovnis, quoi. Ah ouais, Il y ouais, avait c'est cool. des petits points de divergence, mais c'était très intéressant comme émission. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, c'était fou. Enfin, je connais pas la personne, mais je suis passé un petit peu sur ce qu'il fait. C'est vachement sympa. Des trucs vraiment marrants, quoi. Ouais. Bah, c'est mon acolyte, Stéphou, Ah de la, ouais? de la main au panier. C'est avec lui que l'on Ah! fait la chaîne NBA, quoi. Ah, tout c'est clair, les gars. Ok, d'accord. Bonnard. Axel encore, dans la mythologie, quel lien y a-t-il entre ce continent blanc et la figure de l'ours dans diverses traditions dans le monde? Est-ce uniquement en lien avec la constellation? Ben, on en a un peu parlé, oui, mais la constellation, c'est l'étoile du Nord, en fait, c'est la grande ourse. Et dans le Nord, il y a des ours, en fait. Tu vois, c'est toujours pareil, cette corrélation entre monde physique, monde astral, entre le haut et le bas. Et par contre, effectivement, énormément de, je sais pas, par exemple, les comtes de Toulouse, sur leur blason, il y avait un ours, parce que, bah, tu vois, c'était des descendants des Visigoths, et les Visigoths, pour eux, descendaient de l'ours. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, ouais. on pense même que le terme baron proviendrait aussi de Ber. Oui, j'ai la même racine. Dès que tu as la racine bar, tu as forcément un lien avec bord, bar, ber, Oui, oui, etc., oui. etc. Et du coup, tu vois, des villes comme Berne en Suisse, ça provient de là. C'est ça. Paris hein, aussi. Paris, c'était fondé par la tribu des Borosis, tu Oui, sais, tout à fait. des Parisis, mais ça, c'est toujours la même racine, bord, en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors, Nicéphore, je ne sais plus si on l'a lu celle-ci, tu ferais un rapport avec l'île de la tradition celtique, Graal, où va Arthur? Ah bah oui, l'île des Bienheureux, l'île d'Avalon, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Oui, Ouais. là, je ferais plus référence à l'Atlantide pour le coup, parce que c'est une île située à l'ouest, quoi, du coup. Ouais, ouais. En tout cas, telle qu'elle est décrite dans le cycle du Graal, euh, on est quand même plus sur un truc qui ressemble comment dirais-je, à l'île des Bienheureux, telle que tu décrivais, où Ouais. reposent les héros, etc. Quoi, tu vois. Juste pour revenir aussi sur l'étymologie de la blancheur, énormément de villes ont cette étymologie, par exemple. Tu vois, par exemple, Albi,
Albe, c'est blanc, quoi. Tu sais, bah, Albe la Grande, l'ancien nom de Rome, Ouais, c'est la blancheur. ouais. Toulouse, certains le font dériver de Tulé, par Mm. exemple. Ouais. Ouais, Tulé, on Comme, n'en a pas parlé, mais. Alors, ouais. Tulé, toi, tu le situes où, Tulé, quoi, quand tu articules tout ça, Atlantide, Hyperborée, tu le mets Généralement, où? on fait de Tulé la capitale de l'Hyperborée. C'est-à-dire que Tulé, ça serait plus une ville, en fait, tu vois, Ok, une cité, quoi. une cité. Mais Tulé, Hyperborée, c'est la même chose. Ou chez les Grecs, l'île de Leuké, et pareil, on retrouve cette idée de blancheur, quoi. Ouais, ouais. Bah, Leuk, on a le dérivé Lug, qui donne c'est la lumière, quoi. C'est ce qui brille, c'est ce qui est étincelant. Voilà, voilà. Et pareil avec le, la, la sagesse et la blancheur. C'est-à-dire Ouais, que bah, c'est la tunique blanche des druides qui représente effectivement la sagesse, ouais, l'élévation spirituelle, tu la connaissance, etc., quoi. tu le trouves dans l'étymologie. C'est-à-dire que en anglais, la connaissance, c'est wise. Mhm. Et tu vois, white, quoi, tu vois, Ouais, ou ouais, ouais, il y en a une allemand, racine c'est commune. Weiss, c'est le Ouais, savoir, c'est Wissen, tu vois. ouais, ouais, tout à fait. On retrouve juste un truc dans la langue française, enfin, je ne sais pas l'étymologie exacte, c'est quand on parle d'un argument, la racine argue, tu sais, qui a donné argent, argile, renvoie aussi à la blancheur, en fait, quoi, tu vois. Ok, ouais, ouais, ouais. Ça, je ne suis pas potassé ça. Mais par contre, un truc, un lien qui est important de comprendre aussi, parce que ça, c'est un truc que certains zinzins ont du mal à comprendre, c'est le lien entre la passation entre l'ère celte et l'ère chrétienne. La toge blanche du moine, du prêtre, ou voilà, est blanche parce que précisément, c'est emprunté, c'est pas un emprunt, c'est une continuité du druidisme en fait qui va passer à une nouvelle ère spirituelle avec un nouveau mythe, avec une nouvelle lecture, mais qui conserve en fait l'héritage antérieur. Euh, En fait, c'est un truc, j'en profite pour mettre la parenthèse, de comprendre que la majorité du clergé chrétien, c'est des anciens druides en fait. Et ça, Oui, c'est important de le noter quand même. c'est vrai. Ok. Les voies païennes. Quelles sont les sources les plus anciennes parlant de l'hyperborée? Bon, on en a parlé tout à l'heure. Il y a A un autre. priori, ça serait l'Avesta, ou les Ouais. Védas, quoi. Je pense que c'est les Védas, je crois. En fait, les Védas sont plus anciens que l'Avesta, mais l'Avesta fait référence à des événements plus anciens que les Védas, quoi. Ok. Voilà. Les mecs qui se tirent la bourre, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, Parce que c'est la même origine, tu vois, c'est un peuple enfin, qui ont été en guerre à un moment donné entre les Perses, on va dire, et les Indiens, mais ils ont une branche commune, justement, venue du Nord, quoi. ouais. Roxane, question, yes. Est-ce que le courant hermétiste de la Renaissance qui a inspiré le XVIIe parlait déjà de tradition primordiale? Oui, Ouais, mais pas en ces termes, je crois. pas en ces termes, mais si, on retrouve. Mais l'idée d'une source première d'où émerge la connaissance, oui, c'est déjà discuté surtout à la fin de la Renaissance. Ouais, ouais, à la fin de la Renaissance, Complètement, ouais. ouais, ouais. Bah, l'hermétisme, en fait, si on se penche un petit peu dessus, on va se rendre compte que c'est vraiment une forme de continuité de la pensée indo-européenne, hein. La Oui, manière dont se pense l'hermétisme, s'étudie l'hermétisme, etc., très ancré dans la nature pour le coup, avec le rapport, comme l'explique la table d'émeraude, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, etc., c'est complètement indo-européen dans la manière de fonctionner l'hermétisme. je C'est... dirais que c'est traditionnel. Ça ressemble, tu Oui, sais, bah de fait, c'est traditionnel, tu vois. non, mais je veux Est-ce dire, que... tu pourrais retrouver des traces d'hermétisme, je sais pas, dans le chamanisme sibérien ou africain, Oui, hein, tu vois. ouais, mais quand on parle d'hermétisme, on parle, c'est très occidental comme manière d'articuler les choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, Mais il y a un hermétisme. Alors, si on prend le truc du point de vue éso, c'est-à-dire hermétisme, c'est-à-dire courant ésotérique influencé par Hermès, la divinité, bon, bah, fatalement, la divinité Hermès va trouver, on va dire, une autre forme ailleurs, dans différentes cultures. Ce sera toujours la même influence, tu vois, de la oui, déité. ouais, ouais, ouais.
Donc, il y a forcément des courants hermétiques partout sur la planète. Mais en général, quand on parle d'hermétisme, on a souvent tendance à cadrer la culture occidentale qui a beaucoup développé le truc. Et en fait, quand on étudie de près, c'est une pensée complètement indo-européenne, quoi. Ouais, ok. Enfin, me semble-t-il. Hein, tu vois, après, j'ai pas forcément raison à 100%, hein, bien entendu. Hein, tu vois. Mais moi, le seul truc, c'est que pour moi, l'hermétisme, ça vient quand même de la science égyptienne récupérée par les Grecs, quoi, au moment où le Moyen-Orient était hellénistique. Ils ont récupéré Oui, ça, c'est d'un point de vue strictement historique, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Effectivement, ouais. Après, l'hermétisme qui développe une connaissance de la médecine, une connaissance de la nature, une philosophie particulière, des arts divinatoires particuliers. En fait, si tu regardes bien, bon, les Grecs le faisaient déjà, les Égyptiens aussi de fait, mais tu trouvais ça aussi du côté de Sumer et compagnie, et tu trouves ça dans les peuplades occidentales, celtiques, germaniques, nordiques. Tous avaient une médecine, une compréhension des plantes, une compréhension de la nature, comment transformer, enfin, une forme d'alchimie en leur temps, une astrologie, une magie, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Là. Oui. Non, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est juste quand tu disais que c'est typiquement indo-européen, moi je pourrais, enfin, même si ça serait anachronique, mais on pourrait parler d'un hermétisme chinois aussi. Oui, complètement. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Le courant en tant que tel n'appartient pas aux Indo-Européens, il appartient à toute l'humanité. Mais, mais c'est vrai que ce qu'on voit chez les Indo-Européens, c'est une prédominance de cette manière de fonctionner. Oui, c'est vrai. On va dire. Alors, et le continent de Mu, ça correspond à quoi? Ah bah ça, je ne sais pas si tu avais potassé un peu ça, Pierre-Yves, toi. On en parle aussi comme d'un centre secondaire, comme l'Atlantide, et là, ça serait plus dans l'océan Indien. Mais là, vraiment, on n'a que je sais pas comment dire, des hypothèses. Là, franchement, il n'y a pas vraiment de texte, et ça a été quand même souvent remis au goût du jour par les New Age, les théosophes et tout ça. Ouais. Mais Mu, l'existence, c'est que beaucoup de légendes de peuples autour de l'océan Indien parlent d'un continent englouti, mais parce que ça fait partie de la tradition primordiale de parler de continent englouti, en fait. Tu vois, ouais. Donc c'est toujours pareil. Est-ce qu'ils ont réellement existé historiquement, quoi, ou est-ce que c'est une légende de l'âge d'or primordial situé sur un autre plan d'existence, ou les deux. Ouais. Cicéron, toujours, est-ce qu'il est fait mention d'une civilisation qui vivrait sous la terre? Alors ça, c'est... Moi, la seule culture que j'ai de ce truc-là, et elle est plutôt pourrave, c'est tous les délires New Age de l'intra-terre, tu sais. Oui. Non, il n'y a pas vraiment... Je sais pas. Bah, j'allais dire, sous la terre, c'est plus ou moins les enfers. Hein, le problème se pose là, quoi. C'est-à-dire que dans une grille de lecture traditionnelle, sous la terre, c'est les mondes chtoniens, infernaux, etc. Mais bien sûr, alors, on va faire quand même une petite nuance, parce qu'il y a quand même une transformation qui va se faire. Les mondes souterrains sont les mondes qui contiennent aussi les forces de destruction et d'annihilation, mais aussi les trésors incroyables, tu sais, un petit peu comme les nains qui creusent la montagne, qui découvrent des pierres précieuses. Tu prends notamment Tolkien avec l'Arkenstone, etc. Ils découvrent le mithril, et tout ça, les mecs. Donc, il y a à la fois des merveilles et des artefacts incroyables, comme dans l'Hadès, par exemple, et en même temps, il y a des forces infernales de destruction. Par contre, effectivement, quand on va arriver plutôt au Moyen-Âge, et puis après d'ailleurs, là, on va commencer à juste se concentrer sur des mondes souterrains infernaux. Je pense à l'enfer de Dante ou d'autres trucs comme ça, quoi, tu vois. Oui, il y a ça. Après, on peut parler justement de ces légendes de l'Agartha, du centre caché. Mais est-ce que, tu vois, Guénon, il en parle dans Le Roi du Monde, mais est-ce que cet Agartha caché, c'est justement la tradition qui est occultée pendant le Kali Yuga, en fait En fait, alors, là, je ne sais pas ce que tu vas en penser de ça. Moi, c'est des questions que je me pose. Hein. Du moins, je pense
qu'il y a une espèce de résonance géobiologique avec des faits qui sont parfaitement métaphysiques. On peut considérer que l'Agartha est d'abord un mythe, avec une métaphysique dont on pourrait en tirer, mais je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait une géobiologie de l'Agartha quelque part. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Ouais. Et est-ce que tu connais le livre de... Alors, c'est Ferdinand... je crois que c'est Ossadowski, je crois, qui s'appelle Bête, Homme et Dieu. Non, je ne connais pas. C'est un livre très mystérieux, parce que c'est écrit pas du tout par un occultiste, c'est un russe blanc pourchassé par les bolcheviks, qui est en cavale en gros, et qui vit dans les bois et qui va dans le Tibet. Okay. Et donc c'est un livre qui est excellent, hein, un livre d'aventure, de survie et tout. Trop bien. Mais dans un moment, il se retrouve au Tibet et il assiste il va dans un endroit complètement caché et il assiste au couronnement du véritable Dalai Lama, en fait, caché dans les montagnes, en fait. Et donc, beaucoup de gens se servent de ce récit pour dire que ce gars-là a véritablement vu l'Agartha, sachant que c'est un témoignage complètement factuel, quoi, en fait. C'est comme une biographie, en fait, ce livre. C'est un livre d'explorateur, en fait, quoi, tu vois. D'accord. Ouais, je te piquerai la source, ça m'intéresse de potasser ça. Pitch la House. Bonsoir à vous deux. Salut à toi. Le triangle des Bermudes aurait-il un lien avec l'Atlantide? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas, pourquoi pas. Je connais ces théories. On pourrait imaginer un endroit qui a été englouti, entre guillemets, un espèce d'endroit maudit, et qui était à l'emplacement de l'Atlantide. Mais après, c'est toujours pareil, hein, ce genre de choses. Après, il y a des endroits hein, comme ça sur Terre où les avions, par exemple, ont tendance à avoir énormément d'accidents, tu vois, par exemple. Alors, pour répondre à cette question, je vais amener un élément que j'avais découvert il y a plus de 20 berges par rapport aux Bermudes. C'est une expédition qui a été menée notamment avec Jacques Mayol, je pense que tu connais, donc le célèbre plongeur, qui témoigne de la possibilité qu'il y ait une pyramide sous les Bermudes. Alors, j'ai trouvé, alors, pendant que tu discutais, j'ai pris une source à l'arrache, la première qui m'est tombée dessus sur Internet. Donc, je ne vous dis pas que c'est la bonne, mais par contre, ça va vous mettre sur la piste. C'est probablement un site New Age, tu vois, pourri, Morpheus, voilà, j'en sais rien, on s'en branle. Mais par contre, ce que je voulais vous dire, voilà, je le lis rapidement, juste l'introduction. Jeudi 15 juin 78, agence France Presse relayée par France Antilles. Vous avez les sources hein, avec les numéros de tirage et machin. Va-t-on éclaircir le mystère de la pyramide sous-marine des Bermudes? Une expédition scientifique se rendra au mois d'août prochain, etc., etc. Ça, il faut creuser le sujet. Je vous mets le lien dans le chat parce que Mayol, lui, prétendait qu'il y avait une pyramide en dessous. Il a plongé le mec, hein, a priori. Hein, donc, il y a un dossier autour que je n'ai pas creusé plus que ça, mais je me souviens qu'il y a 20 berges, j'étais tombé sur un article qui parlait de ça, ça m'avait tu vois, illuminé les yeux. Tu vois. Donc, de toute façon, les Bermudes, c'est quelque chose de particulier. Il y a un truc qui se passe là-bas qu'on n'a pas vraiment élucidé. Donc, 3 petits points, quoi, tu vois, voilà. Oui, voilà. C'est pour ça, je veux pas... Parce que, tu vois, moi, je me méfie sur ces sujets des gens qui ont une théorie précise. Oui. C'est là où tu rentres dans des trucs New Age, de gourou presque, tu vois, à donner. Tu sais, je pense par exemple aux gens qui se basent sur les visions de Edward Casey sur l'Atlantique. Ah bah oui, je vois tout. Edgar Casey. C'est du bullshit. Après, ça peut être une piste à étudier. Moi, j'ai toujours la porte entrouverte pour les théories farfelues et tout ça, parce que déjà, ça me passionne, enfin, je sais pas comment dire, c'est cool les sujets mystérieux comme ça, mais moi j'essaie toujours d'avoir plusieurs angles d'approche, quoi, en fait. Mais t'as raison. Ouais, Edgar Casey, le problème c'est que, alors, dès qu'on tape du côté des voyants médiums, le problème étant de savoir si le voyant médium en question a conscience de ce qu'il voit. Et le problème c'est qu'il y a 90% du temps, non. C'est-à-dire que ça,
je vais faire la parenthèse si ça ne te dérange pas. Pas du tout, pas du tout. Un médium, donc quelqu'un qui a une capacité sensible de perception, notamment des mondes invisibles, etc. Très bien, soit ça existe, il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est que il faut d'une part un intellect bien structuré pour comprendre la structure de l'univers, notamment son pendant invisible. Il faut une sensibilité accrue. Quand je dis sensibilité, ça veut dire émotionnelle, pour savoir ce qu'on voit, qu'est-ce que ça déclenche et qu'est-ce que ça dit de ce qu'on voit, parce qu'il y a beaucoup de choses quand on fait un petit peu de l'exploration de l'invisible, on croise beaucoup de phénomènes. Et ce qu'on voit en termes de temporalité, de véracité, etc., on ne peut pas avoir de certitude. C'est pour ça d'ailleurs que dans une certaine mesure, on parle d'augure. Tu vois, chez les oracles et compagnie, une augure, c'est une possibilité qui peut se confirmer quand ça prend corps via les événements, auquel cas l'augure devient juste et on va peut-être se pencher plus dessus, mais une augure reste une augure. Le problème d'Edgar Cayce ou des gens comme ça, il y en a eu d'autres, qui voyaient, notamment Steiner aussi, qui voyaient des tas de trucs et qui affirmaient des choses depuis ses perceptions. Moi, personnellement, quand j'entends ça, je me casse en courant. Quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Juste, je te reprends juste sur le vocabulaire. Peut-être que c'est passé dans le langage français par erreur, mais tu sais, augure, c'est le nom des prêtres romains, en fait, les augures. Et Ouais. C'est un autre mot, de voir de faire de la divination par le vol des oiseaux. Bon, allez, l'ornithomancie. Non, 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 mais il y a vraiment un mot Ouais, qui il doit y avoir un mot. En fait, tu vois, il y a les hospices, voilà. Ok, ouais. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que, par exemple, les Vates avaient cette capacité de perception de l'invisible. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Donc, il y avait des images qui se formaient, il y avait des choses. Donc, après, on regardait au travers de différents supports. Ils faisaient déjà du scrying à l'époque, des bols d'huile, des bols d'eau, dans les viscères de certains animaux, poissons, trucs comme ça. Et en fait, il y avait des images qui se formaient. Donc, c'est du scrying, comme on dit en ESO. Et de là, on traçait des perspectives. Tu vois? Ouais. Mais quand les mecs traçaient des perspectives, ils ne disaient pas « j'ai raison ». Ils disaient « on a une piste qui se dessine, maintenant il faut attendre de voir si ça va prendre corps dans les événements matériels, concrets. Si oui, alors la piste est bonne ». Ouais, ouais, tout à fait. On est complètement aux antipodes des Chandler, channeling, canalisation, plutôt bouché d'ailleurs. Tu vois, les mecs qui reçoivent des trucs et un tel me parle, il va se passer ci, il va se passer ça. Tu sais, c'est un petit peu comme chez les messianistes zinzin juifs. Tu vois, le machar, il va venir, ça fait 40 ans que le machar, il doit arriver, on l'a toujours pas vu. Tu vois. Non, non, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, les aruspices, donc, qui étaient les prêtres étrusques à Rome, avaient différentes sciences, notamment la science des entrailles de moutons, quoi, qui bizarrement ressemblent au cosmos, d'ailleurs, les entrailles de moutons. Et ils avaient aussi une science, alors je ne me rappelle plus du nom, mais de la science des éclairs, en fait. Ouais. Et en fait, ils notaient ça. Donc finalement, c'était plus scientifique qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'à chaque forme d'éclair, ils regardaient ce qui se passait, justement, et c'était noté de génération en génération. Et donc, du coup, quand on voyait un éclair, finalement, on regardait ce que les anciens écrivaient, qu'est-ce qui se passait, donc qu'est-ce qui risquait de se passer, en fait. Tu vois, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, bah, c'est la science avec son empirisme classique qui nous a permis de découvrir des tas de trucs, en fait. Hein. Ouais, ouais. Alors, Nicéphore, quand est-ce que Pierre fait une conférence dans la région? Ah, on veut t'emmener dans le sud-ouest, toi. Bah, tu y es déjà en plus. Bon. Avec Guillaume, tiens, bah, ce serait marrant. On remarque que ça pourrait être sympa. C'est vrai que se faire un petit week-end conf dans le sud-ouest, moi, ça me va, hein, carrément. Ça pourrait être cool. Carrément, carrément. Je ne sais pas où il est dans le sud-ouest, Nicéphore. Carcassonne. Ah oui, ok. Ouais, tu vois, moi, j'irais sans problème, hein, mais parce que le sud-ouest, c'est gros. Tu vois, moi, je suis à. Oui, c'est grand. Bah, ouais, c'est grand. Je dois être à 300-400 km de Carcassonne, quoi. Ouais. Yes. Alors, les voies païennes. Dans les 91 régions du monde gouvernées par les anges transmises à 10, donc là on est dans l'Énochien, il y en a 3 qui restent mystérieuses, voire non physiques.
alors les noms, je laisse tomber parce que les Nokiens et moi, ça fait 12. T'es-tu penché dessus? Moi, pas du tout. Je suis pas connaissant de l'Enochien. En tout cas, j'ai une culture de surface, donc je peux pas en parler. Pierre-Yves, je suis pas certain que ce soit. Non, non, pas du tout. Ouais. Mais par contre, Fabrice, si tu veux venir nous en parler un de ces quatre, tu me mets un petit mot, on se fait un truc. Hein. Pas de problème. Hein. Mais en tout cas, sur les régions non physiques, de toute façon, moi, c'est comme ça que j'ai vu aussi son commentaire à Fabrice. Pour moi, c'est une région non physique, en tout cas. C'est mon avis. Ouais. Nicéphore, encore le document Tanuki au Japon parle des hyperboréens, je crois, mais aussi de l'Atlantide sur cela, mais avec des échelles de temps assez dingues. Je connais pas. Je connais pas, mais je sais que les Asiatiques, Japonais, Chinois en font référence, notamment dans le Li Tzu. Ouais, ok. Alors attends, je scroll, les amis. Ok. Bonjour Guillaume et Pierre. Yves, on peut faire le lien avec les ovnis, c'est peut-être les hyperboréens qui rôdent. Ah bah ça, c'est les théories New Age, ça, justement. Oui. C'est-à-dire, les anciens seraient partis dans d'autres planètes ou je ne sais quoi, puis en fait, peut-être qu'ils reviendraient, et puis ce seraient eux les ovnis, et puis etc. Alors, moi, je ne suis pas friand de ce genre de truc, sauf pour me marrer ou pour le petit côté SF, tu vois, mais il n'y a rien de très consistant là-dedans, en fait. Puis dans quelle mesure il y a une fabrication qui appartiendrait aussi à la CIA pour mindfucker les gens avec des tas de trucs. Oui. C'est super compliqué. Le New Age, de toute façon, dès qu'on rentre là-dedans, il y a à la fois une entreprise de mindfuck par certains gouvernements, on parlait des Américains avec la CIA, il y a des zinzins qui inventent des trucs qui sortent de nulle part, ils récupèrent des notions, ils refabriquent des choses avec ça, il y a de la dérive théosophique, il y a tout un tas de bordel. On ne peut rien en tirer de vraiment sérieux, quoi. Ah non, c'est vrai. De toute façon, voire même moi, les ovnis, j'ai même un avis presque négatif dessus. Ouais. On rejoint un peu les dinosaures quand je te disais que c'était des démons solidifiés. Tu penses comme J.D. Vance alors? Les ovnis, c'est des. Pareil, c'est des reptiliens, du éthéré, quoi, on va dire. Quoi. C'est des démons déserts, comme dirait Saint Paul. Quoi. Je suis pas lieu de penser la même chose que toi. Mais je mets quand même une nuance parce que je n'omets pas le fait que d'autres civilisations dans cet univers existent. Et des civilisations qui seraient à base humanoïde, tu vois, je veux dire. Moi, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Mais, moi, pour le coup, mais peut-être, je veux dire, ça, pareil, je n'ai pas de fusée pour pouvoir le prouver. Quoi. J'entends, oui, bien sûr. Mais moi, je pense que l'homme est seul dans l'univers. Quoi. Je crois même que l'univers est une projection de ce que porte l'homme avec un grand H en lui-même. Non, ça, pour le coup, moi, je suis pas trop de cette école-là, moi. Alors, Yos ou Hyperborée serait un niveau de conscience ou un lieu dans le monde immatériel. Alors, un lieu dans le monde immatériel, c'est pas à exclure. Oui, et moi, c'est ce que je pense. Et il faut avoir un certain niveau de conscience pour pouvoir y accéder, quoi. Oui, c'est pas à exclure, ça. Ok. Ultima Thule, bah oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors ça me fait penser à un groupe de métal. Je fais la ref tout de suite. Balsagot, pour ceux qui connaîtront peut-être. Alors c'est old school quand même. Qui avait écrit plusieurs albums avec une espèce de grosse saga où il parle des hyperboréens, etc. C'était énormissime. Voilà, pour les curieux, vous pourrez aller écouter. Moi, j'avais kiffé à fond à l'époque. Voilà. J'avais découvert ça en plus sur WeFM. À l'époque, mec, il y avait une émission. Ça s'appelait Saturé Furax. Le mardi soir, il passait du gros métal de bœuf, tu vois. Et moi, j'ai découvert trop de trucs, ça m'éclatait. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Mais pareil, aujourd'hui, de parler de Tulé, on va te renvoyer à la société de Tulé. Oui, on va faire le lien avec le moustachu. C'est voilà. Ah, mais ce mec-là, avec son empire nazi de merde, c'est clair qu'il a foutu le sbeul. C'est horrible. Il a sali notre tradition, il a sali nos ancêtres. C'est une catastrophe, en fait. Oui, tu dis aujourd'hui que, tu sais, tu assumes le fait d'être blanc, par exemple, comme tous les peuples de la Terre assument le fait d'être noir ou je sais pas quoi. D'être chinois ou d'être je sais pas quoi. On te renvoie aux nazis.
Ah oui, c'est la division Panzer, quoi. C'est horrible. Non, mais ils sont trop cons par rapport à ça. Alors, Nice, penses-tu que les druides, qui ne sont pas issus du monde celte, alors il faudrait que tu me dises ce que tu entends par là, sont les médiums transmetteurs du monde hyperboréen? Elle est un peu complexe la question parce qu'il faudrait que je la décortique pour pouvoir y répondre. T'as une idée, Pierre-Yves, toi, pour répondre à ça ou... Je sais pas. Les druides, a priori, bah oui, c'est les prêtres. Les prêtres des Celtes. des Celtes, ouais. Donc, je comprends pas quand il dit ne sont pas issus du monde celte. Ouais. Après, Ouais, faudrait que tu... qui est justement une continuité dans les prêtrises et les différentes sacralités, comme il y a eu une continuité entre les druides et les premiers prêtres chrétiens. Pas de souci, mais après, transmetteurs du monde hyperboréen, c'est les transmetteurs du monde traditionnel. Voilà, puis du monde d'en haut, quoi, du monde spirituel, quoi. Ouais. Ouais, il faudrait que tu nous dises ce que tu entends par là, parce que moi, j'ai du mal à comprendre du coup la question. Géo, bonjour Guillaume et Pierre-Yves, salut Géo. Vous connaissez un bon bouquin qui traite du sujet de l'hyperbourré, pardon. Le lapsus de malade, quoi. En plus, je me suis pas mis de tôle récemment. Sans parler des Védas, c'est surtout toi que tu as peut-être des refs, Pierre-Yves. Déjà, franchement, les refs, c'est surtout dans les sources, dans les textes antiques. Alors, je sais plus, je sais qu'il y a Pindare. Timée, Critias, en l'occurrence. Voilà, enfin là, c'est plus l'Atlantide. Ouais, c'est plus Atlantide. Sinon, il y a le recueil d'articles chez Gallimard de Guénon, qui s'appelle Formes traditionnelles et cycles cosmiques, où tu retrouves tous ces articles sur l'Atlantide, l'Hyperborée. Mais là, c'est complètement perché. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver moi, j'ai, je sais pas, 25-30 pages dans mon livre sur le symbolisme du centre, où je parle vraiment de toutes ces traditions de l'île primordiale, quoi, l'île des bienheureux, située au nord. Il y a le livre de Tilak, les origines polaires de la tradition védique. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Il n'y a pas grand-chose en fait qui est sorti dessus. Enfin, en tout cas, d'un point de vue ésotérique, quoi, on va dire. Quoi. Après, il doit y avoir... Parce qu'aussi, il y a beaucoup de bullshit dans ce genre de sujet. Quoi. C'est ça le problème. Quoi. Mais Jürgen Spanout, c'est intéressant quand même, ce qu'il avait écrit. Moi, j'ai bien aimé. Oui, je les ai, mais c'est trop terre-à-terre pour moi. Quoi. Il y a un aspect... Oui, je vois. Mais il y a un aspect métaphysique derrière cette hyperborée, quoi. Ouais. Alors, les voies païennes hyperborées, donc, qui est en haut et vent du nord, ne sont pas là de vrais signes que c'est bien un espace non physique. Bon, on a répondu déjà à tout ça. Oui, accessible par des moyens spirituels. Oui. C'est ça que je pense, moi. C'est ça que je pense. C'est mon avis, exactement pareil. Alors, Néo Nils, bien le bonsoir de Stockholm, salut à toi. Y aurait-il une relation selon vous entre l'homme de Néandertal et l'hyperborée? Magnifique t-shirt Guillaume. Ah, tu es donc métalleux. Non, je pense pas qu'il y ait de lien entre Néandertal et l'hyperborée, pour le coup. Non, je pense pas non plus. Mais moi, j'ai du mal avec Néandertal, machin, genre on aurait été des pseudo-primates. Enfin, moi, Ouais, moi aussi, c'est pareil. C'est pas trop mon délire, quoi. D'ailleurs, un truc, ça va plaire aux complotistes, ça, mais Néandertal, on l'appelle comme ça parce qu'il a été trouvé dans la vallée de Néandertal. Je crois que c'est en Allemagne ou en Hollande, je sais plus. Et Néandertal, ça veut dire l'homme nouveau, quoi. Tu vois, donc il y a toujours des petits direct. Ouais, les mecs, ils ont déjà posé leur idéologie, même dans le truc, tu vois. Non, mais c'est clair. Alors, Campus Stella, peut-on faire un lien entre l'Utopia de Thomas More et l'hyperborée? Non. Non. C'est juste que là, je renverrai plus à mon article qui s'appelle L'île mystérieuse, c'est-à-dire que généralement, on place ces paradis, ces utopies sur des îles, en fait. Il y a l'archétype de l'île qui est très présent dans les mythologies anciennes et chez des écrivains aussi. Mais en fait, c'est intéressant la question derrière parce que ça permet de montrer comment ces auteurs qui arrivent avec ces utopies, etc.,
ont commencé à dévoyer la tradition, en fait. Parce qu'ils vont en reprendre les images, parfois même certains termes, en y apposant l'idéologie, un petit peu celle dont on a parlé, l'homme nouveau, l'utopie d'un monde sans guerre, sans machin, sans mes couilles. En fait, c'est les prémices de ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, maintenant, on est complètement plongé dedans. Hein, donc, C'est les prémices. Oui, oui, notre monde, il est fondé presque sur la base, c'est les utopies de la Renaissance. Hein. c'est ça. Et en gros, on a deux mouvements en fait, c'est-à-dire que dans les mythologies anciennes, euh, on a une île primordiale de nature spirituelle située dans le passé, et les utopistes font un paradis matériel dans le futur. Quoi. Ouais, ouais c'est C'est ça. voilà. C'est complètement. C'est des faussaires, ces gens-là, pour moi, tu vois, vraiment. C'est anti-traditionnel, Ouais, comme ouais, disait Guénon, c'est ouais. l'inverse de la tradition. Quoi. C'est C'est la contre-initiation et tout le bordel, quoi. le paradis parodique. Le paradis parodique. D'ailleurs, dans mon dernier bouquin, les amis, vous avez une belle préface de Pierre-Yves et je te cite dedans, notamment sur ce point-là, parce que j'avais adoré le petit paragraphe que tu avais fait là-dessus, magique, quoi. Du Pierre-Yves pur jus, j'ai kiffé, tu vois. Luc Astra, est-ce possible que ce temps lointain aurait existé? L'hyperborée nous est maintenant inaccessible car la vision du monde, la conscience de ces anciens humains était plus haute que la nôtre actuelle. Pouc, ça c'est la fin de la question. Ouais, bah, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, oui, je le pense aussi. D'ailleurs, On a juste répondu. aussi un truc, cet archétype de l'île, pour moi, c'est l'âme haute. C'est la stabilité au milieu des eaux inférieures que représente l'âme basse, en fait. Tu vois, et c'est aussi un peu comme ça que je vois l'hyperborée, en fait, comme le pôle central, immobile de la conscience, en fait, et qui peut-être se matérialise aussi dans le temps et l'espace. Ouais. Ouais. Géo encore qui nous dit que pensez-vous de l'anomalie de la mer Baltique? Qu'est-ce que c'est que l'anomalie de la mer Baltique? Tu vois à quoi ça fait référence? Non, Non, moi non plus. je ne vais pas dire de I don't know. bêtises. Fabrice, Casey, autant écouter Caligny et Pan. Tu vois qui c'est, Elisabeth de Caligny, je Oui, oui, crois. oui. Ben, c'est une très bonne conteuse, on va Oui, dire. c'est une très bonne conteuse. Bon, après, voilà, faut juste faire ça. En fait. Voilà, voilà. Alors après, juste quand il parlait de l'anomalie de la mer Baltique, est-ce qu'il ne parle pas justement de ce continent à côté de l'Angleterre, là, qui est sous l'eau, en fait? Je sais pas. Ouais, tu nous dis, Géo, hein, comme ça, on peut te répondre mieux, quoi, tu vois. Alors, Luc, encore, est-ce possible que ce temps lointain aurait existé? Nanana. Bon, ça, on a déjà vu tout à l'heure. Et nous ne serions trop simples pour le comprendre, faisant que ces personnes paraissaient comme de la magie. Ouais, bon, c'est en fait c'est la même question développée. Et j'ai eu j'ai eu en imagination, mais j'y arrivé. J'ai en imagination les scénarios de science-fiction très fictionnels d'humains qui voyagent dans le temps et les humains d'un autre temps découvrent. Ouais, bon, ok, bah après c'est de la SF quoi. Bon, on a déjà répondu à tout ça en fait. Yes. Alors attendez, je scroll encore. Ça va, t'as un peu de temps encore, Pierre-Yves, ou chaud? Oui, oui, oui. Oh, je suis... Ok, cool. Bah, je vais peut-être j'en sais rien, parce qu'il m'a pas envoyé le lien, mais normalement, je devrais être chez Mandrill juste après cette émission, avec Rémi Soulier, pour parler du monde imaginal, quoi. Ah bah voilà, comme ça tu vas faire la passerelle. Bah, tu sais quoi, regarde, là on Mais fait. c'est pas tout de suite, hein, c'est dans une heure ou deux. Et puis de toute façon, il m'a pas envoyé. Ce qui est bizarre, c'est que normalement, quand il y a Rémi Soulier, Ouais, il passe par Zoom. Et j'ai pas eu de nouvelles bah de relance-le. Mandrill Il a qui peut-être m'a. zappé. Ouais, je sais pas, je vais voir. Sir Céron, quand on regarde les civilisations précolombiennes, on peut se demander d'où provenaient les connaissances des civilisations disparues comme les Mayas, les Olmecs et les Incas. Bah oui, bah ça, c'est fait partie des anomalies de l'histoire, un peu comme l'Égypte en fait, entre guillemets, hein, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Donc, bah, la question, elle est posée, mais en fait, on commence un petit peu à y répondre avec une vision archéologique différente. Alors, elle n'est pas admise par la communauté scientifique parce que bah, forcément, ça bouscule le roman qu'on nous vend depuis des siècles, quoi. Mais on commence à voir les choses un petit peu autrement. Effectivement, ouais. Voilà. Vas-y, ouais, Pierre, pardon. Et référence, comme je l'ai dit plein de fois, référence
à une humanité venue du Nord, une humanité civilisatrice. Ouais, chez les précolombiens aussi, ouais. Et tu vois, on parle, et les Colombiens, c'est vrai que parlent du continent d'Aztlan, tu vois, Ouais, qui a donné les Aztèques, et ça se rapproche beaucoup de l'Atlantide, quoi. c'est ça, c'est ça. Mandragore, salut poto. Ashtar Shiran, pas le chanteur, le goat de l'hyperboré. Tu vois, tu connais ce délire d'Ashtar Shiran? Non. Putain, mec, c'est un. Oh là là. Ok, on va pas spoiler. Les amis dans le chat, ne spoilez pas Pierre-Yves, s'il vous plaît. Je veux qu'il découvre ça tranquillement chez lui. D'accord, là, je vais regarder. Je dis rien. Non, mais après, voilà. Et tu me diras. Mais mec, attends, non, mais je confonds. C'est pas le gars qui est dans les dossiers Epstein? Non, non. Non, mec, je te jure, je vais t'envoyer des trucs là-dessus. Tu vois pas ce gourou New Age qui est dans les dossiers Epstein? Comment il s'appelle? Ah, mais c'est Deepak Chopra. Ouais, voilà, ouais. Ouais, non. Non, Ashtar Sheran, mec, c'est un. Bon, vite fait, je te donne quelques pistes. C'est un délire New Age, mais mais vraiment hardcore, tu vois. Donc, je vais t'envoyer des trucs dessus, tu m'en diras des nouvelles. Ça va beaucoup te faire marrer et beaucoup t'énerver aussi, je pense. Mais voilà, quoi. Ok, alors on va prendre tout doucement les dernières questions parce que du coup, si Pierre-Yves il enquille derrière, on va. J'ai le temps, t'inquiète. Ouais. Alors, pourquoi l'hyperborée serait forcément au nord et si au final on parlerait de l'Antarctique? En fait, c'est un nord symbolique. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est au-delà du monde connu. En fait, on le pointe au nord de manière symbolique. Mais comment il explique, Guénon, ce nord symbolique? Quelle définition il en donne? Pour lui, c'est pas symbolique, en fait. Pour lui, Ah oui, lui, voilà, d'origine hyperboréenne et située au pôle. Voilà. Ouais. Et juste sur question sur l'Antarctique, on doit retrouver des mythes qui font référence à un continent primordial situé tout au sud. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des traditions de l'île occidentale ou du paradis en Orient, quoi. Tout à fait. Alors attendez que j'essaie de retrouver. Et le peuple des mégalithes, on considère que c'est, allez, on parle des peuples premiers qui précèdent effectivement l'arrivée des Indo-Européens. On n'en sait pas grand-chose ces gens-là. Encore une fois, là c'est Pierre-Yves qui a raison, c'est qu'on remonte à des temps tellement entre guillemets immémoriaux que. Même pas tant que ça, et même pas tant que ça, parce que les peuples mégalithes, c'est des peuples du Kali-Yuga, hein, déjà. C'est déjà ouais, on peut les. Par référence à l'hyperborée, qui est des cycles gigantesques bien plus en arrière, quoi. Ouais. Alors, Géo, qui précise un peu, je crois, c'est l'anomalie de la mer Baltique. Non, c'est une espèce de ruine sous la mer qui ressemble à un vaisseau. Ok. Les plongeurs peuvent pas trop s'approcher sans être malades. Alors, je connais pas le truc, mais ça m'intéresse. Ouais, c'est intéressant, mais non, je connais pas. Ouais, tu vois, Joe qui dit l'anomalie de la mer Baltique est un objet non identifié figurant sur une image sonar prise par Peter Lindbergh, Denis Iceberg, ok, et leur équipe de plongée suédoise, Océan X, lors d'une chasse au trésor. C'est intéressant, ça, je connais pas ce truc. Non, moi non plus. Ça serait donc comme une espèce de triangle des Bermudes dans la Baltique, quoi. En gros. Ouais, c'est intéressant en tout cas. C'est intéressant. Ok, j'avance un peu. David, salut mon ami. Les cartes autrefois montraient le sud sur le haut et le nord en bas. Du coup, on allait vraiment vers le nord ou le sud pour l'hyperborée. Ouais, je suis confus. Non, mais déjà, par exemple, les Chinois, leurs cartes, elles sont inversées par rapport aux nôtres, quoi. Tu vois, en Chine, d'ailleurs, c'est très bizarre, ça. Tu vois que la cartographie, c'est quand même quelque chose. C'est dans les classes d'école, la Chine, en gros, elle est retournée. Et donc, ce qui est pour nous le nord de la Chine, pour eux, c'est le sud. Et vu que la carte, elle est centrée sur la Chine, on a l'impression qu'on a affaire à un autre monde, en fait. Tu vois, ouais, c'est clair. Si tu remets à l'endroit et tout. Parce que nos cartes, elles sont occidentalo-centrées, quoi, on va dire. Complètement. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, je veux dire, on crée, ces cartes sont créées depuis une perception du monde qu'on a culturellement, identitairement, etc., fatalement.
Donc ça en dit long aussi sur des notions de pôle, tu sais, comme on parlait tout à l'heure avec... des fois, on peut... Alors là, je vais partir loin dans ce que je vais dire, mais par transmission transgénérationnelle, on en arrive à garder des visions du monde particulières. Est-ce que finalement, une construction d'une carte inversée pour eux n'est pas l'écho, tu vois, de leur ancestralité qui peut-être voyait le monde autrement parce qu'il y avait des pôles organisés différemment. Enfin, tu vois, j'extrapole de fou. Hein. Non, mais je vois tout à fait où tu veux en venir. Voilà. C'est intéressant. Ouais. Ok. Pierrick, Matt, yes. N'est-ce pas faire le jeu de la propagande judéo-maçonnique? Ah là, on est dans les conspis, là. Ça, c'est cool. Que de dénigrer les hauts faits des derniers vrais résistants et dignes héritiers de la tradition européenne. Alors déjà, c'est quoi les derniers hauts faits des vrais résistants dignes héritiers de la tradition européenne? C'est quoi? De quoi tu parles quand tu dis ça? Ou alors tu parles de l'équipe de l'équipe Panzer? Je pense que c'est ça. Ou alors, si c'est l'équipe Panzer dont on parle, je vois pas en quoi ce sont des hauts faits. Parce qu'il a plutôt salopé la tradition européenne plus qu'autre chose. La propagande judéo-maçonnique, ça c'est compliqué parce que les juifs et la maçonnerie, 3 petits points, c'est encore un autre sujet. Ouais, on est dans un truc plutôt conspi là en fait. Oui, après, moi nous par exemple avec Stéphou, on a fait une émission sur Léon de Grelle, et en montrant justement que le courage de certains officiers de la SS, mais tout en disant aussi que c'était débile de crever au fin fond des steppes de la Russie pour une idéologie pan-germaniste, hein, parce que c'était pas si européen que ça, hein, c'était surtout très germanique. Hein, Complètement germanico-centré, ouais. Et en fait, ce qu'il a fait, Hitler, c'est qu'il a ramifié des éléments traditionnels pour construire son propre mythe, pour emmener les gens dans cette idéologie. En fait, quand tu dis propagande judéo-maçonnique, c'est peut-être très conspi, mais je vois ce qu'il veut dire aussi. Et on en a parlé un peu, c'est le fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'être fier d'être blanc, par exemple, d'être fier de toi-même, de tes ancêtres, tu vois. Tu vois les programmes scolaires, la France, on est des colonisateurs, on est des... Tu comprends ce que je veux dire? Des collabos et des colonisateurs. On ne peut plus être fier de soi-même sans qu'on te renvoie toujours ce truc des heures les plus sombres, quoi. Et ça, je pense que ça fait partie de la propagande. Ouais, alors si on voulait rattacher ça à une branche de la maçonnerie qui est partie en cacahuète et qui est partie dans ce délire progressisme, négation de l'identité culturelle, etc., on est au Grand Orient de France. Et là, clairement, dans le Grand Orient de France, effectivement, on entend des discours comme ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, l'aspect juif là-dedans, bon, on peut considérer qu'on va trouver des juifs en maçonnerie, oui. En fait, l'association judéo-maçonnique, ça marche très très mal quand on étudie le sujet à la loupe. Vraiment, hein, tu vois. Ah ouais, moi je trouve que pour moi la maçonnerie, c'est du judaïsme pour goy, quoi, tu vois. Le but c'est de reconstruire le troisième temple, et tu vois, dans la tradition juive, il faut que le troisième temple soit construit par des gentils, puisque n'ont pas le droit d'utiliser le fer, et donc c'est les futurs artisans du troisième temple. D'ailleurs, c'est l'objectif de la maçonnerie, la reconstitution du temple, quoi. Alors, ça se discuterait tout ça. Mais bon, là, on va, si ça ne te dérange pas, on ferme la parenthèse, parce que c'est vrai que sinon, on va dépresser. Mais ce que je veux dire, il y a énormément d'éléments judaïques dans la maçonnerie, quoi. Oui, le mythe d'Hiram, oui, il y a énormément de trucs, mais je vais pas avoir le temps de développer. Non, mais pareil, ça pourrait faire l'occasion. Mais par contre, moi, si vous voulez qu'on en parle un de ces quatre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après, alors, bon, allez, juste pour le dire quand même, parce que c'est important, mais j'en parle beaucoup sur Man. S'il s'agit de pointer l'influence de ce que nous, dans le christianisme, on appelle la synagogue de Satan, qui notamment est notée dans l'Apocalypse de Jean, qui est donc, il y a une réalité, il y a une exégèse de ça qui est très intéressante. Là, oui, on peut en parler. La synagogue de Satan a une influence considérable, notamment sur la marche du monde actuel.
Elle est nichée, notamment avec Israël. On la retrouve dans les dossiers Epstein. Il y a tout un truc dont j'ai déjà plus ou moins parlé sur ma chaîne. On a essayé de donner pas mal d'éléments pour comprendre cette logique. Là, on peut en parler. Mais la synagogue de Satan, pour le dire, elle en a rien à foutre de la maçonnerie. Hein. Soyons clairs. Tu vois. Ouais, moi, justement, pour moi, la maçonnerie, l'origine, c'est les utopies de la Renaissance. Tu sais, avec la Royal Society. Ça, c'est pas faux. Ouais. Et donc, en gros, c'est le clergé de la bourgeoisie qui a pris le pouvoir ça, c'est vrai. à la fin du XVIIIe siècle et nous impose sa vision du monde, quoi, on va dire. Ouais. Ça, c'est pas faux. Mais le lien avec le judaïsme dévié, etc., bon, ça, après, bon. Mais on pourrait se faire l'émission dessus, un de ces quatre, il n'y a pas de souci. C'est intéressant. Et ben, on est arrivé au bout du chat, mon cher ami. Et on a quasiment fait 2 heures. Et il me faut au moins un Pierre-Yves Lenoble sur ma chaîne pour que je pousse à 2 heures. Mais pas 5. Ça, c'est ton record. Enfin, tu as même fait pire que ça, toi. Tu as fait 9 heures. Fait... Vas-y, c'est quoi ton gros record hier, j'ai fait 3 heures tout seul. Ouais. Vraiment tout seul. Et c'est plus fatigant que 7 heures où, tu vois, il y a des gens qui peuvent discuter. Tu vois, moi, j'ai le temps de regarder le chat. Putain, 3 heures à tenir tout seul, mec, faut le faire quand même. Hein. Ouais, bah hier, j'étais bien crevé, quoi, à la fin. Quoi. Ouais, tu m'étonnes, c'est clair. Bah, écoute, on va se quitter là-dessus. Comme ça, tu auras le temps de te préparer avant de bouger. Donc, c'est chez Mandril ce soir que tu vas faire l'émission ? Alors que je passe ou pas, en tout cas, je vous invite à aller voir Rémi Soulier, grand penseur pérennialiste. Ouais, c'est cool. Et super intéressant ce mec-là, d'ailleurs. Ouais. Super intéressant. Eh ben, c'est chez Mandril, pareil. Hésitez. Alors, attendez, je vais vous mettre le lien. Je crois que c'est à 20h30, je crois. Ouais, les gens connaissent. Sinon, en lien de la description, vous allez le trouver, Mandril. Mais je vais quand même vous mettre le lien. Tac. Pareil, ça fait un moment qu'il faudrait que je lui mette un petit mot. Enfin, des fois, sur Insta, on s'envoie des conneries. Mais voilà, quoi. La chaîne de Mandril. Voilà, les copains, vous pouvez aller voir. Pareil, hein, abonnez-vous, tout ça. Vous connaissez la chanson. Pierre-Yves, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ouais, ça fait carrément merci plaisir. À toi, merci au chat pour vos questions. Le chat, toujours fidèle au poste. Merci les amis. Hein, ça fait plaisir. Alors, il y a plein de nouveaux. Alors, encore une fois, je le dis, n'hésitez pas. Commentaires, likez, machin. Ça nous aide à minimiser les impacts du Shadowban. Faites pareil chez ceux que vous regardez. Si vous allez chez Pierre-Yves, si vous allez chez Mandril, ça nous aide énormément. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais vraiment, le Shadowban, c'est un sale truc. Voilà, quoi. Et un truc aussi que je dis aux nouveaux abonnés, non pas que ça m'embête de répéter les trucs, mais souvent, j'ai des questions alors que j'ai fait des émissions qui sont sur ma chaîne, précisément sur le thème, où on rentre plus précisément, tu vois ce que je veux dire Ouais. Oui, il ne faut pas hésiter à aller voir le travail qui a déjà été fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. Chez toi, c'est pareil aussi, tu vois. Ouais, qui probablement peut-être vous aideront déjà. Mais voilà, quoi. Bon, les amis, merci à tous. Une bonne soirée à tout le monde. Pierre-Yves également. Et puis, à la prochaine. Ça marche. Ciao. Ciao.